Kuni. L'astrologie chinoise repose sur un cycle de 12 ans représenté par 12 animaux. Les fans de Pokémon se sont rendus compte que chaque starter feu de chaque génération copiait un des animaux de l'astrologie chinoise. Dracofeu c'est le dragon, Typhlosion c'est le rat, Brasgali c'est la poule, Simiabras c'est le singe, Goupelin c'est le chien, Roitiflamme c'est le cochon, Félinferno c'est le tigre, et Pyrobut c'est le lapin. Il reste donc 4 animaux de l'astrologie chinoise qui sont le cheval, le serpent, le bœuf et la chèvre. Vivement qu'on connaisse la forme finale de Chochodile. À l'heure où j'écris actuellement, on n'a pas encore vu l'évolution des starters de la 9G, bien qu'on imagine qu'il deviendra un crocodile de feu. Peut-être aura-t-il une allure s'approchant de celle d'un serpent, sachant que les crocodiles et les serpents sont tous deux des reptiles. Sinon, cette théorie tombera à l'eau à partir de la 9e génération de jeux Pokémon. Ouais, mais là, c'est quand même une théorie qui J'ai fonctionne traité à mieux. part les starters feu car je trouvais la théorie convaincante, je suis un petit peu moins sûr de ce qui va suivre. Pour les starters eau, chaque Pokémon serait, selon la théorie bien sûr, la représentation d'une arme. Tortank Bah yes, représenterait hein. les missiles ou les canons, Alligator serait le poing américain ou la griffe, Lagron serait l'éventail, Pingoléon le trident, Clamiral le katana, Amphinobie le shuriken, Oratoria la bombe et Lézardus le sniper. Les starters plantes, quant à eux, seraient basés sur des espèces éteintes pour la plupart des dinosaures. Ok, c'est vraiment Ah très oui, marrant quand même. Hein. mais vous avez J'aime bien ça. Ah, descendu là. Mizurashi. Vous arrivez encore à voir la lumière du jour? C'est pas elle qui fait le coucou. C'est ce que vous faites, hein? C'était elle. Continuez Ok. à descendre. Et C'est c'était ça la que vous copine de David Lafarge. Je la connais uniquement pour ce même, hein, donc désolé. Hein. Il y a un autre même que Electric je t'enverrai Tales of qui est marrant Pikachu aussi. est un manga en 4 volumes de Toshihiro Ono qui n'est jamais sorti en France. Les personnages sont les mêmes que dans l'anime, bien qu'ayant les mêmes bases, les personnages sont légèrement différents. Par exemple, Pierre réussit à séduire les filles auxquelles il s'intéresse, tout seul. Et Régis retrouve sa sœur des jeux vidéo, Nina. On retrouve également Jessie, James et Miaous, et les deux premiers voient une véritable conclusion à leur histoire, puisqu'ils finissent mariés et attendent un enfant. Contrairement aux Incroyable. dessins animés où les Pokémon sortent et entrent dans les Pokéballs sous forme de rayons rouges, dans Electric Tales of Pikachu, ils ont plus l'air de fusionner avec les Pokéballs. Lors de leur capture, ils donnent l'impression d'être absorbés par celle-ci, alors qu'à la sortie, la Pokéball a l'air de se décomposer pour laisser le Pokémon sortir. Aussi étonnant que ce soit, l'auteur et dessinateur Toshihiro Ono est à la base un dessinateur de manga hentai. De ce fait, il dessine souvent ses personnages féminins avec des formes généreuses et des vêtements mettant les courbes en valeur. On retrouvera donc Jessie ou Ondine avec des formes plus précises que dans le dessin animé. Et en ce qui concerne les Pokémon, Toshihiro Ono leur donne un véritable aspect de monstre et ne respecte pas forcément la taille d'origine des Pokémon. Par exemple, dans le volume 1, on retrouve un Spectrum géant. Pour en revenir à Pikachu maintenant, dans le 3e tome du manga, Sacha présente son Pikachu sous son nom complet qui est Jean-Luc Pikachu. Et que ce soit dans la version anglaise ou japonaise. C'est vraiment ça. Très certainement une référence à Jean-Luc Picard de Star Trek, car Pikachu possède un badge de la série sur cette scène précisément. Putain. Toby Fox, le créateur du célèbre jeu Undertale, participe sur certaines musiques de la 9e génération, mais a aussi réalisé une musique pour épée et bouclier. Si vous l'écoutez, vous remarquerez immédiatement sa patte musicale, si vous avez joué à Undertale bien sûr. Effectivement. Cette musique ressemble aussi étrangement à une autre musique qu'il avait composée pour la bande dessinée en ligne Homestuck dans les années 2010. Il y a une anecdote très marrante avec Ouais. ça. Les je Pokémon t'enverrai une vidéo. prématurés sont des Je Pokémon préfère juste effacer physiquement ça de ma partagés mémoire, par du coup. Pokémon, mais avant leur génération officielle. Le meilleur exemple, c'est Oh-Oh qui fait une apparition dans le tout premier épisode de l'anime Pokémon, sorti le 1er avril 1997, alors que la deuxième génération ne sera présentée officiellement que le 21 novembre 1999. Il existe pas mal d'autres Pokémon prématurés qui serviront évidemment à promouvoir les générations suivantes. De même pour le deuxième film Pokémon qui met en scène Lugia, sorti le 17 juillet 99, soit 4 mois avant la deuxième génération. Si vous avez suivi les premières saisons de Pokémon, vous avez dû être aussi surpris que moi à l'époque quand Ondine a obtenu un œuf de Pokémon qui deviendra son Togepi. Sa première apparition date du 25 juin 98 avec presque 1 an et demi d'avance. Dans les derniers épisodes de l'arc Johto dans l'anime Pokémon, Sacha affronte Harrison durant la Ligue Johto,
un dresseur venu d'Owen, et son Dracofeu combattra un Pokémon qu'il n'avait jamais vu, un Brazgali. L'épisode a été diffusé le 12 septembre 2002 et la 3e génération est sortie officiellement le 21 novembre 2002, soit 2 mois après. On peut aussi penser au Donphan, apparu 1 an et demi plus tôt, au début du premier film Pokémon. Des exemples de Pokémon prématurés particulièrement Des dans fois, l'anime, il prononce il les en noms des existe Pokémon, encore plein. Ça peut ça me être file des une bonne urticaires. raison de surveiller les prochains épisodes de Pokémon à venir. Peut-être qu'ils nous donneront des aperçus des Pokémon des prochaines générations. Ou peut-être faut-il mieux revoir les anciens épisodes. Par exemple, l'épisode 13 montre un Dracolos géant qui aujourd'hui nous fait penser au Pokémon Gigamax de Épée et Bouclier. Et on reverra dans la suite de l'animé des Pokémon géants comme Tentacruel qui attaque une ville, Magikarp, Eliatron, Gloupti et Arco, et tant d'autres comme ce Onix. Et en parlant de Onix, dans l'épisode 87, diffusé pour la première fois en 1999, on peut découvrir l'existence d'un Onix de cristal sur l'île Caramel. Jusqu'à aujourd'hui, on ne considérait pas ce Onix comme canon à l'histoire des jeux vidéo, mais maintenant, avec l'annonce de la terracristallisation dans Pokémon Écarlate et Violet, tout est remis en question. D'ailleurs, l'épisode suivant, le 88, présente l'île Guimauve, une île sur laquelle tous les Pokémon sont de couleur rose à cause de la nourriture locale. On verra bien si un jour les jeux Pokémon proposent le concept de Pokémon d'une seule et même couleur, comme dans cet épisode de l'anime avec le rose, ou comme dans le jeu de cartes, avec les cartes arc-en-ciel. Ouais. Qu'arrive-t-il aux Pokémon que vous envoyez dans le PC? Vous aurez beau capturer des centaines de Pokémon, vous ne pourrez toujours qu'en porter 6 sur vous. Qu'arrive-t-il aux centaines de Pokémon que vous laissez dans le PC? Sont-ils, comme on le voit dans l'animé, téléportés dans une sorte de parc du Professeur Chen où ils peuvent se promener librement? Bien que le Professeur Chen ne va pas recueillir tous les Pokémon de chaque dresseur. Est-il possible qu'ils soient tous laissés seuls dans leur Pokéball dans un centre de stockage? Pour répondre à cette question, abordons la théorie de l'état transformé des Pokémon. C'est un état bien précis qui se déroule quand un Pokémon rentre ou sort de sa Pokéball, quand un Pokémon évolue, voire même quand un métamorphe se transforme. C'est la même animation pour chaque situation. Une animation de transformation, transformation d'apparence, transformation d'évolution ou transformation d'état pour être transformé en données, puisqu'à l'intérieur d'une Pokéball, le Pokémon est compacté en données. C'est d'ailleurs ce que nous dit un PNJ du Bourg-Palette dans le premier jeu Pokémon. Le Pokémon, dans le PC ou dans sa Pokéball, est bloqué dans cet état de transformation qui bloque le temps de son point de vue. Le Pokémon n'a pas conscience du temps qui passe. Libre à vous maintenant d'imaginer une espèce de Pokématrice dans laquelle chaque Pokémon transformé en données par la Pokéball se retrouve relié grâce au PC à tous les autres Pokémon des PC du monde. Un monde sans humains, peuplé uniquement de Pokémon. D'accord. Une théorie qui consiste à dire qu'il n'y a pas un seul et unique univers, mais bien une multitude d'univers distincts les uns des autres. Ainsi, Oui. d'après cette théorie, si vous lancez une pièce, il existera un univers où la pièce tombera sur le côté face, et un univers où cette dernière tombera sur le côté pile. Il existerait une infinité d'univers Évidemment, dans mon où des univers, elle tombe sur la personnes tranche, hein. exactement identiques à nous agiraient de manière différente, auraient des choix de vie différents dans tous les autres univers. Si le multivers existe dans notre réalité, il existe un univers dans lequel la vidéo YouTube Iceberg de Pokémon existe, mais racontée par quelqu'un d'autre. Donc, le multivers de Pokémon. Depuis Ruby Omega et Saphir Alpha, nous avons eu une confirmation bah que tiens, le multivers le n'est blanc. pas qu'une simple théorie, mais qu'il existe bien au sein de l'univers Pokémon. Et cette confirmation nous est apportée par Amaryllis. Mon peuple, lui, sait de quoi je parle, car nous nous transmettons notre histoire de génération en génération. Celle d'un monde ébranlé par la méga-évolution. Un monde semblable à celui-ci et pourtant différent. Oui. Imaginez un monde presque identique à notre belle région d'Owen. Un monde où les hommes et les Pokémon seraient un peu différents de ce que nous connaissons. Un monde où les Pokémon n'évolueraient pas exactement de la même façon. Vous êtes incapable de l'imaginer. Ainsi, depuis Ruby Omega et Saphir Alpha, on retrouve des personnages familiers croisés dans d'anciens jeux. Cependant, ces dresseurs ont une maîtrise complète de la méga-évolution, ce qui prouve qu'ils sont des copies parfaites des personnages que nous connaissons, mais dans l'univers maîtrisant la méga-évolution. Au cours de son périple, Sacha et Pikachu croisent plusieurs fois la route de Mewtwo. Après s'être battus dans le premier film, Sacha et Mewtwo se reconnaissent dans le téléfilm Le Retour de Mewtwo. Cela semble normal puisqu'ils se sont croisés par le passé. Le problème, c'est que dans le 16e film Pokémon, Mewtwo semble différent, et Sacha et lui semblent ne pas se connaître. Il paraît pourtant difficile d'oublier un Pokémon de cette trempe, que l'on a déjà croisé 2 fois. L'explication est toute simple. Sacha et Mewtwo se trouvent dans un univers où la méga-évolution existe, puisque Mewtwo peut évoluer en Méga Mewtwo Y. Il est donc possible que cette histoire se déroule dans un univers différent de celui que nous connaissions avant.
un univers où jamais Sacha et Pikachu n'ont croisé la route de Mewtwo. Le multivers permet d'envisager pourquoi il est possible de voir plusieurs Pokémon légendaires, censés être uniques, et pour certains même dans une forme shiny. L'épisode 37 de la série Pokémon XY met en scène Sacha qui passe au travers d'un miroir, dans un monde parallèle où vivent un autre Sacha, une autre Serena, un autre Lem, une autre Clem, et tous avec des traits de caractère différents. Les épisodes 89 et 90 de la saison 24 abordent eux aussi le multivers, avec 2 Aurores, 2 Sacha, et une Team Rocket beaucoup plus dangereuse, avec des voyages entre les univers via des portails dimensionnels. Le multivers se retrouve même dans les cartes Pokémon avec la réimpression du set de base, datant de 2016. Ce ne sont pas exactement les mêmes cartes, voilà pourquoi il manque des Pokémon et pourquoi d'autres ont été ajoutés, et pourquoi il y a dans cette série de cartes des méga évolutions. Le multivers explique aussi l'existence de différents mangas mettant en scène les aventures de Sacha Odred, mais on y reviendra plus tard. Je ne vous ai pas Le problème du encore multivers, présenté c'est tous les mangas que Pokémon qui existent. c'est de réponse facile pour répondre à trop de trucs. Dans le dessin animé, Régis a gagné plus de badges qu'il n'en faut pour la région Un de peu comme le Kanto. coma de Ainsi, tout à il a l'heure. gagné 10 badges, dont Ouais, ouais. seulement 3 en commun avec ceux de Sacha ou ceux des jeux vidéo. Sur la route de la Ligue Pokémon, Sacha rencontre Otoshi. Des images montrent qu'il n'a que 4 badges en commun avec Sacha. Les badges Foudre, Âme, Roche et Volcan. Dans le même épisode, on voit un figurant ayant 8 badges n'ayant rien à voir avec ceux des jeux vidéo. On peut donc imaginer que dans l'univers Pokémon de l'animé, probablement un des univers parallèles, il existe à Kanto et dans le monde beaucoup plus de villes et d'arènes Pokémon, et le nombre de possibilités ne se résumerait pas seulement à 8. Et j'en profite pour placer cette information ici, mais à la toute base, ce n'étaient pas des badges qui étaient imaginés comme récompense pour les dresseurs, mais des ceintures de couleurs. Hmm. On a déjà parlé des animaux dans l'univers de Pokémon, des Pokémon brouillons jamais utilisés, des Pokémon dévoilés en avance, mais on n'avait encore jamais parlé des possibles Pokémon dévoilés et qui ne sont actuellement pas officiellement des Pokémon. La liste des Pokémon non officiels est longue, mais voilà Comment la ça petite sélection. Le Coquillas, qui mord la queue d'un Ramolos lors de son évolution en Flagados, le Coquillas ne ressemble plus du tout au Pokémon initial. La statue de Vestigion, en 4ème génération, représentée dans le manga comme étant le mélange parfait entre Dialga et Palkia. Une géante araignée jaune apparaît dans le 138e épisode de l'animé. Le néant gelé dans Pokémon Donjon Mystère contre qui le joueur se combat. Ondine qui s'imagine chasser un Pokémon aquatique légendaire, bien que sa silhouette rappelle celle de Mégaleviator aujourd'hui. De nouvelles formes de Zarbi qui pour certaines ressemblent à des lettres grecques et sylyriques. Un mélange des oiseaux légendaires créés par la Team Rocket dans le manga. Un artefact en argile apparu dans l'épisode 163 et de nouveau dans l'épisode 181. Une représentation d'un poisson / requin attaqué par Kabutops dans l'animé. Ce poisson fait d'ailleurs une apparition dans certaines cartes mettant en scène la canne à pêche. La liste des Pokémon inconnus est encore longue, je vous laisse faire vos propres recherches si ce sujet vous intéresse. J'avais pas compris la phrase au début. En gros, on a vu des Pokémon qui sont encore Le inconnus Pokédex de pour tout le monde. Pokémon Oui, c'est ça. Diamant, la mythologie le décrit comme le Pokémon qui a façonné l'univers avec ses 1000 bras. Avec ses 1000 bras. Mais quels 1000 bras ? Pour la théorie qui va suivre, je vais vous demander de vous concentrer et surtout d'accepter ce qui va se passer. Voilà Arceus. Et voilà Arceus sans sa tête. Est-ce que vous remarquez la ressemblance avec une main ? L'univers a été façonné avec 1000 bras ? Ok, alors le Arceus qu'on connaît n'est qu'une des mains de ces 1000 bras. Où sont les autres ? On peut penser à Eternatos qui serait une des mains de Dieu mais corrompue. 2 mains pour créer un univers. Une main du bien et une main du mal. Un équilibre parfait. Je pense, personnellement, que la description du Pokédex se trompe. J'aurais tendance à penser qu'Arceus a effectivement façonné l'univers avec ses 1000 bras, mais il a aussi façonné tous les univers avec ses 1000 bras. Il se peut que le multivers de Pokémon contienne très exactement 1000 univers, et chaque univers possède une des mains créatrices, son propre Arceus. Alors, je dois avouer que je ne savais pas comment appeler cette histoire, et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Dans le jeu Poképark Oui, la grande aventure de Pikachu, on peut croiser un colossinge qui nous dira dans la version anglaise du jeu « J'ai réussi à maîtriser l'attaque queue de fer, et sans avoir de queue ». Tu veux savoir ce que ça signifie ? Et donc voilà, t'as compris, j'ai compris, on a tous compris, voilà, j'ai pas d'autres commentaires à faire là-dessus. Alors, Dans Pokémon Go, arrivé au niveau 5, le jeu te demande de rejoindre une des 3 teams du jeu. La rouge, la bleue, Le ou la professeur jaune. Fouras Et il est possible de ne des choisir Cassos. aucune de ces 3 teams en redémarrant le jeu à ce moment-là. De ce fait, le joueur n'appartiendra à aucune team. Les joueurs ont décidé d'appeler cette absence de team la team verte, ou alors même la team harmonie.
Le jeu reste le même, sauf qu'un joueur centime ne pourra jamais interagir avec une arène, impossible pour lui de faire des raids ni de récupérer des Poképièces. Jouer à Pokémon Go en choisissant la team verte est en soi un défi de difficulté qu'ont décidé de se lancer certains joueurs hardcore. D'accord. Tokyo Mirage Session est un jeu empruntant certains éléments de Fire Emblem et pas mal de Shin Megami Tensei, voire de Persona. Cependant, bien avant le début du développement de ce jeu, les premières orientations étaient totalement différentes. L'idée proposée au départ était un projet de pas sûr crossover sur les entre billes, Pokémon et Fire Emblem. Selon eux, les règles de Fire Emblem et Pokémon sont assez compatibles. Cependant, à l'époque, un autre projet était sur les rails. Pokémon Conquest, un autre crossover entre Pokémon et Nobunaga, un tactical RPG qui finira par sortir sur DS en 2012. Ceci risquait de faire beaucoup pour la franchise Pokémon et cette idée a été au final abandonnée. Peut-être, je dis bien peut-être, verrons-nous cette idée ressurgir dans quelques années, peut-être jamais. D'ailleurs, en parlant de Fire Emblem, une mécanique de gameplay qui fait la force de cette licence est que lorsqu'un de tes personnages meurt au combat, il est réellement décédé pour tout le reste du jeu. Il n'est pas possible de le ressusciter. J'adore les Eh bien, Fire cette Emblem. idée avait été pensée durant le développement de Pokémon Rouge et Bleu. Les Pokémon morts au combat ne devaient pas pouvoir être soignés et disparaissaient juste de l'équipe du dresseur. Une autre idée a été proposée, celle qui voudrait que lorsqu'un dresseur bat un autre dresseur, il lui vole ses Pokémon KO. Mais l'idée a été abandonnée de peur de frustrer les joueurs ayant passé du temps à faire évoluer leurs Pokémon. Tu m'étonnes. Le Pokémon Go Fest de 2017, se déroulant au Grand Parc de Chicago, réunissant 20 000 personnes, a été un désastre. L'événement a débuté avec 1 heure de retard, les serveurs de Niantic n'ont pas tenu, il y avait des problèmes de connexion de partout, des bugs, le stream de l'événement était de mauvaise qualité, tellement que lorsque le responsable de Niantic, John Hank, a été invité à monter sur scène pour annoncer une mise à jour du jeu, il s'est fait huer par l'entièreté du public. Beaucoup de gens ont quitté l'événement et les tickets ont été remboursés et 100 $ en monnaie du jeu ont été offerts aux participants. Une vidéo de plus de 8 minutes sur YouTube résume toute la catastrophe qu'a été cet événement. Mais comment est-ce possible? Les Pokémon Shiny étant instaurés à partir de la 2e génération et étant un événement extrêmement rare, la plupart des joueurs ne l'ont sûrement jamais su, C'est vrai mais pour, les premières versions des Shiny ont été rectifiées depuis. Par Attends. exemple, Tu sais, je dis comment est-ce possible, mais en vrai, Pokémon c'est tellement vieux qu'au bout d'un moment ils peuvent pas avoir que des masterclass. Hein. Ouais. Forcément il y a des trucs qui vont être mauvais, forcément il y a des trucs qui vont être nuls. Hein. Dracofeu Shiny, qui est noir avec l'intérieur des ailes rouges, il avait à la base une couleur violette et des ailes vertes. D'ailleurs, tout comme Mewtwo, le Dracofeu Shiny de couleur violette est toujours accessible dans les costumes alternatifs de Super Smash Bros. Oh, je pensais Ah, pas qu'il y aurait vraiment encore fait une à ce zéro. niveau-là. D'accord. Attendez bien. Vous avez presque Ah, je suis terminé en train de cette faire étape. un combat sur TCG Encore un peu de Pocket et patience il a vraiment fait et 0 courage, de surtout. dégâts, Vous c'est allez y les arriver. billes. Oui, parce que t'es vraiment nul. C'est-à-dire que t'as Ah bah, loupé toutes tes super. pièces? Bah ouais, Bah bravo. Le mot et du coup je suis mort. fait référence à un tweet officiel de Pokémon posté le J'ai pas 29 pété mon juillet câble. 2020 Non, où non. a pas simplement le faire. été tweetée cette image d'Axolotl avec le début d'une phrase commençant par Non, je suis en train de Tis. tester un Dead Sûrement Celebi pour créer une petite et blague c'est vis-à-vis du sacrément de la non-sens du merde. tweet, certains internautes ont repris cette image pour la faire devenir un mème. Et Pokémon retweetera début août 2022, donc là tout récemment, Ah de bah la même voilà, c'était façon pour peut-être un l'annonce petit du peu à ce moment-là Axolotl de que je devais Paldea. avoir le Majaspic. Super, du coup t'as parlé, j'ai rien compris ce qui vient d'être dit. Pokémon a une mise à jour du jeu, il s'est fait Putain. huer sûrement pour créer Alors, une c'est les petite billes. blague vis-à-vis du non-sens du tweet, certains internautes ont repris cette image pour la faire devenir un mème. Et Pokémon retweetera début août 2022, donc là tout récemment, de la même façon pour l'annonce du Axolotl de Paldea. J'ai toujours rien compris. Attends, faut que je recommette ça. Patience, Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le courage, tweet? surtout. Sûrement pour créer Smash Bros. Oh, je Bon, pensais je sais pas qu'il y aurait pas, encore une je à sais ce pas qui est niveau-là. cette personne encore. Descendez bien. Ça Vous arrive avez un presque stratège terminé cette aussi. étape. Encore un peu de patience, de courage surtout. Vous allez y arriver. Le mot Tis fait référence à un tweet officiel de Pokémon posté le 29 juillet 2020 où a simplement été tweetée cette image d'Axolotl avec le début d'une phrase commençant par Tis. Sûrement pour créer une petite blague vis-à-vis du non-sens du tweet, certains internautes ont repris cette image pour la faire devenir un mème. Et Pokémon retweetera début août 2022, donc là tout récemment, de la même façon pour l'annonce du Axolotl de Paldea.
D'accord, et du coup, en fait, rien passé. La carte Pokémon Astuce Ninja de Koga est une carte dresseur sortie en 2000 exclusivement aux États-Unis et au Japon. Cette carte a été le sujet d'une Pourquoi l'Europe, controverse. j'avais La rien, version là japonaise de l'illustration comporte le symbole Manji Omote, qui est une svastika inversée. Et la svastika ayant été utilisée pour par ça. les nazis comme symbole durant la Seconde Guerre mondiale, la carte a été censurée pour la version occidentale. À la base, le Manji est issu du bouddhisme et date de plusieurs siècles avant le nazisme et n'a donc aucun lien avec celui-ci. Une autre référence au nazisme se retrouvera dans l'anime Pokémon, dans le 287e épisode. Dans la version originale, la Team Rocket et tous les sbires lèvent un bras, scène modifiée pour l'exportation. On retrouve exactement ce même problème avec le sprite de Registeel dans Pokémon Diamant et Perle qui a aussi été modifié par la suite. Il envoie son cœur au public. Une fuite des sprites bêta de la 4ème génération de Pokémon a permis de découvrir la version initiale de Darkrai avec une allure s'apparentant à celle d'un coq. Darkrai Ah, a mais finalement prends ton été film retravaillé normalement, en un s'il te Pokémon plaît. plus cauchemardesque, mais Pardon. son premier design a finalement quand même été utilisé pour le logo du film Pokémon de 2007, l'ascension de Darkrai, dans sa version japonaise. On a aussi pu voir les sprites bêta de Motisma, de Giratina et surtout, le plus fou, la forme bêta d'Arceus. Donc soit Quoi c'est un giga brouillon, d'accord, ou peut-être qu'il voulait vraiment Tu créer m'étonnes. quelque chose d'étrange pour représenter le dieu des Pokémon. D'autres Pokémon ont vu leur version bêta fuitée sur Ouais, internet, je préfère comme la nouvelle Garchakroc, version, hein. par exemple. Et pour rester dans le même sujet, Eternatus est apparu en 8ème génération avec Pokémon épée et bouclier. C'est le plus grand de tous les Pokémon et aussi l'un des plus lourds. Et bien lorsque la version bêta de Pokémon épée et bouclier a fuité en 2020, une version bêta d'Eternatus a été découverte avec très peu de polygones, et on aurait dit le cadavre d'un poisson volant. En 2012, C'est le marrant. concept art de la 3ème génération de Pokémon a été exposé à l'exposition Game On au Brésil. L'exposition Pokémon a révélé 5 premiers modèles de ON, dont la version bêta de Groudon, une version de Poussifeu avec des oreilles, une version plus sauvage de Arco, un Pokémon mélangeant Brasgali et Latias, et 100 coquilles et Tritosaures qui arriveront finalement en 4ème génération, mais qui étaient pensés de base pour la 3ème. Le filtre bleu. C'est le quoi ça encore 5ème film Pokémon mettant en scène Latios et Latias, sorti en 2005 en France et en 2002 au Japon. Une grosse différence est notable entre la version japonaise et les versions américaines ou européennes. Nos versions du film ont un filtre bleu très prononcé qui assombrit beaucoup l'image, mais qui à la fois lui donne un aspect plus sérieux, plus cinéma. Et j'ai lu sur internet que certains fans préféraient le film avec ce filtre. Alors j'ai pas réellement réussi à trouver une justification à ce filtre bleu. Le seul début de réponse que j'ai trouvé convaincant, c'est la crainte de revivre ce qu'il s'est passé avec l'épisode de Porygon. Et donc le filtre bleu serait là pour atténuer les flashs de lumière et de couleur à l'écran. Ah ok, ouais, ce serait un peu plus logique. Alors déjà, la plupart d'entre vous diront sûrement Conseil 4. Et c'est le terme utilisé quasiment partout dans Pokémon. Mais la première génération des jeux a instauré le terme de Conseil des 4. Et ayant grandi avec, moi j'ai pris l'habitude d'employer celui-là, qui est aujourd'hui caduc. Le Conseil des 4 de Pokémon Rouge et Bleu a eu beaucoup de modifications dans le choix des dresseurs qui le composent. Par exemple, il était pensé que Giovanni devait être un de ses membres, avant de finalement devenir le champion d'arène de Jadiel. Aussi, il était pensé à la base qu'après le combat contre le Conseil des 4, après le combat contre Peter, après le combat contre Blue, le joueur aurait dû affronter un ultime dresseur, le boss final du jeu, et il aurait dû être incarné par le professeur Shen lui-même. Mais les développeurs ont jugé que ça ferait peut-être un petit peu trop, et ce dernier combat a été retiré du jeu. Mais voilà ce qui explique la présence du professeur Shen à la Ligue Pokémon à la fin du jeu. Mhm. On en a parlé plus tôt, et on en reparlera encore dans une prochaine vidéo. Julien Bardakov a grandement participé aux traductions des jeux Nintendo en France et a souvent apporté sa petite touche, comme dans Zelda Ocarina of Time où il s'est offert une dédicace après avoir évité à Nintendo le malaise d'intégrer le terme DQ. Je vous explique tout ça dans l'iceberg de Zelda. Ce bon vieux Julien, travaillant sur la traduction des premiers jeux et étant lui-même fan de Dragon Ball, y fait référence dans Pokémon Rouge et Bleu puisque c'est l'animé qui est diffusé sur la télé dans la chambre de Red. Et il n'y a que la France qui a eu le droit à ce clin d'œil à Dragon Ball. C'est lui aussi qui a donné le nom de Sacha au héros de l'animé et qui l'a proposé dans les suggestions de noms au début de Pokémon Rouge et Bleu. C'est aussi grâce à lui qu'on a eu les premières traductions de Pokémon. Il a insisté auprès de Nintendo pour traduire les noms, pour pas que ce soit trop compliqué à prononcer ou à comprendre pour les enfants français, et pour convaincre Nintendo, il s'est justifié en montrant que des noms de Pokémon japonais ressemblaient un peu trop à des mots vulgaires en français. Et ça a fonctionné. Merci
Merci Julien, c'est grâce à toi si on a pu grandir avec des noms de Pokémon français. Le travail de Julien sur la traduction française est tellement énorme qu'elle est considérée comme meilleure que la traduction anglaise. Mais ça me prendrait une vidéo entière pour décortiquer chaque nom de Pokémon. Julien a eu un impact titanesque sur la franchise Pokémon en France. Si jamais il m'entend, sache que je t'en remercie très sincèrement. Non, mais de ce qu'on m'a dit, il va arriver. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai pas que ça à foutre, ils se prend pour qui à faire attendre les gens? C'est pas mon boulot moi de Oh bah, parler le v'là. tout seul comme ça, une caméra comme un gland. Bonjour. Vous avez tenu jusque là, bravo. Vous avez observé la face visible de l'iceberg, vous avez parcouru tout le long, vous avez atteint le fond, mais il reste en dessous. Libre à vous de continuer. Libre à vous de vous arrêter. Il en reste des choses à voir. Encore L'avant-dernière Ça fait 1h40. Hein. pour les plus courageux. Oui. Il Il y reste en a à des savoir choses. ce qu'il y a en dessous de l'iceberg. Oui, allez, vas-y. Bon courage. Blablabla, blablabla. Hein. Blablabla. Sous l'iceberg. Dialogue. Bon, je te laisse avec le chat. Je reviens tout de suite. Je vais pisser. À toutes. Ok. Chat orange, mon pote, ce Garfield éclaté, moitié lasagne, moitié connard, qui se prend pour Ronaldo mais joue comme un pigeon mort. Et le loup, et dire que j'ai pas... Heureux. Heureux. La suite. La suite. T'as pas une vidéo assez longue, j'aurais dû m'installer dans mon canapé, là, je te dis. Spectra est un membre du Conseil 4 de la Ligue de ON dans la 3ème génération de jeux. Elle est spécialisée en Pokémon Spectre. On peut la rencontrer au Mont Memoria entre 4 pierres tombales en train de parler à sa petite sœur décédée. Dans le remake des jeux Ruby et Saphir, il y a une chaise vide derrière Spectra. Si on la regarde attentivement, il y a une apparition de fantôme très discrète quand l'écran s'assombrit. Ce fantôme apparaît de nouveau derrière le joueur pendant qu'on parle à Spectra. La première fois, c'est très discret, surtout si on a le regard attiré par les couleurs vives des vêtements de Spectra. Mais une fois que tu l'as remarqué, tu ne vois plus que ça. La plupart d'entre vous n'ont sûrement jamais remarqué ce détail. Le fantôme serait l'esprit de sa petite sœur décédée qui reste à ses côtés durant les combats Pokémon. D'accord. Pas flippant du Excellang tout. s'inspire d'Akaname, un yokai japonais avec une très longue langue et des griffes à chaque pied. Akaname signifie lécher la crasse. Ce yokai est connu pour lécher les salles de bain sales et mal nettoyées. C'est pourquoi le Pokédex dit que Excellang nettoie les saletés d'un coup de langue. Les yokai, Excellang c'est fait vraiment partie des quelque tout chose, premiers hein. Pokémon connus. Son numéro T'as interne beaucoup de de l'époque était le numéro Pokémon 11. basés sur les Son yokai. sprite bêta de 1990 n'est pas si différent de son design actuel, mis à part les marques sur son corps et sa langue qui est devenue plus épaisse et n'est plus fendue à son extrémité. Excellang aurait dû avoir une évolution dans Pokémon Or et Argent, finalement abandonné jusqu'à la 4ème génération avec Coup de Langue, mais pour un design complètement différent. Et les marques rondes que Excellang a sur ses genoux, c'est selon moi les marques qu'il s'est créées au fil du temps, à force de ramper à genoux pour tout lécher. J'ai récemment appris de nouvelles informations sur Excellang avec une interview que j'ai moi-même enregistrée de Julien Bardakov. Ah, je vous l'avais pas dit ? Ah ben voilà, je vous l'annonce, la vidéo sortira dans pas longtemps, et il faudra pas la louper, elle sera un complément à l'iceberg de Pokémon. Julien nous dévoilera des secrets auxquels même moi j'avais pas idée, comme par exemple le fait que chaque ville de la première génération fait référence à des couleurs, sauf le Bourg-Palette, qui lui reprend le nom de la palette de couleurs justement. Non vraiment, soyez patients, l'interview elle est vraiment Ok, incroyable et ça va oui, ça arriver serait très, logique, très hein. vite.
AZ est un personnage apparaissant dans Pokémon X et Y. Cet homme mesurant près de 3 mètres de haut est un ancien roi de Kalos et le concepteur de l'arme suprême. 3000 ans avant les événements de X et Y, Kalos fut le théâtre d'une guerre totale entre deux pays ennemis. Le roi AZ aimait plus que tout son compagnon Floette qu'il avait reçu de la part de sa mère décédée et que les soldats vinrent lui arracher pour le jeter dans la bataille. Le Pokémon Fleur tomba au combat et son corps fut rendu à AZ. Fou de chagrin, le roi construisit une immense machine avec laquelle il réalisa l'impensable à plus d'un titre, puisqu'en plus de ramener Floette à la vie, tous deux accédèrent à l'immortalité. Cela ne suffisait pas à AZ, qui désirait la paix autant que la vengeance. Il fit de son invention une arme ultime de destruction par laquelle tous les combattants trépassèrent. Le massacre, aggravé par le fait que l'arme suprême ôtait aux Pokémon leur énergie vitale, consterna Floette, qui délaissa AZ et se réfugia dans les nuages. L'homme devenu géant à cause des radiations de l'arme suprême abandonna tout et débuta une vie de vagabond. Au moment où le joueur débute son aventure, AZ continue à errer à travers Kalos, vêtu de loques et portant la clé de l'arme suprême, tel un pendentif. Le Floette d'AZ, aussi appelé Floette Fleur Éternelle, se distingue de ses congénères par sa fleur à tige rouge et d'un corps couleur gris, rouge et bleu. Le modèle 3D du Floette d'AZ apparaît dans les données internes inutilisées de Pokémon X et Y, avec son propre cri et sa propre capacité signature. Il est supposé que le joueur pouvait initialement posséder le Floette d'AZ. C'est à ce jour impossible d'obtenir ce Floette de manière légale, ce qui en fait un des Pokémon les plus rares de la franchise. Tout ça était l'histoire officielle de AZ et de son Floette. Maintenant on va rentrer dans de la pure théorie, et on va parler de la mère de AZ, celle qui a légué son Floette à son fils, elle qui est décédée. Il est tout à fait envisageable qu'après avoir fait ressusciter son Floette, AZ ait voulu aller plus loin en ressuscitant sa propre mère. Il se peut que la résurrection de la mère se soit déroulée juste après qu'AZ soit parti pour retrouver son Floette On qu'il a arrive quitté. à loin quand Il se même. peut que l'expérience de résurrection ait été corrompue, D'où la base des puisque théories. hein. AZ n'était plus là pour surveiller l'expérience, et que cet être humain, sa mère, en plus d'être à moitié ressuscité, soit devenu immortel, comme AZ, comme Floette. Une femme décédée, mais à moitié ressuscitée, qui erre dans Kalos depuis 3000 ans, à la recherche La nana morte de de son tout à l'heure. fils. Et si la fille fantôme était en fait la Putain. mère de AZ, qui est à la recherche de son fils, pour stopper sa folie? Ah là là. Belladonis est un personnage récurrent de la Ouais, série ouais, depuis hein. la 4e génération. C'est un membre des forces de police internationales qui apparaît dans Pokémon Platine. Belladonis possède un Cradopo, bien qu'il ne l'ait jamais utilisé dans un combat. La ressemblance entre ce personnage de Pokémon et le 10e Docteur de la série Doctor Who, interprété par David Tennant, est assez troublante. Tout comme le Docteur, Belladonis ne nous donne pas son vrai nom quand on le rencontre pour la première fois dans Pokémon Platine. En anglais, Belladonis s'appelle Looker, ce qui ressemble beaucoup à Docteur. Belladonis travaille pour empêcher la Team Galaxy de déchirer la réalité et de créer un nouveau monde qui remplacerait le nôtre. C'est plus ou moins le même rôle du Docteur, sauver l'univers, l'espace et le temps. Je vous ai dit que Belladonis possédait un Cradopo, un Pokémon qui a la même couleur de bleu que le Tardis, le vaisseau qui sert au Docteur à voyager dans le temps et l'espace. Pikachu et Pichu, c'est un court-métrage qui sert de première partie au 3e film Pokémon. Il a été diffusé en France en juin 2001 et au Japon évidemment plus tôt en juillet 2000. Et bien en parlant de la version japonaise, la narratrice japonaise du court-métrage, Norito Sakai, a été arrêtée en 2009 puis reconnue coupable de possession et d'abus de drogue. En conséquence, le court-métrage a été interdit dans tout le Japon et il n'y a jamais eu de rediffusion ou de sortie en DVD ou en VOD depuis cette annonce. D'accord. Oh, c'est abusé ça par À contre. l'occasion de la sortie du film Détective Pikachu en 2019, il était possible de capturer Pikachu avec son chapeau de détective dans Pokémon Go sur une durée de 10 jours. Et uniquement à cette période-là. À l'heure actuelle, ce Pikachu n'a jamais été reproposé dans le jeu et ne le sera sûrement plus jamais, sauf si le film Détective Pikachu 2 est annoncé. Pour le faire apparaître, il fallait prendre des photos depuis l'application et Pikachu pouvait s'incruster sur une des photos et de ce fait apparaître sur la map. Il a été clairement annoncé par Niantic que ce Pikachu serait Shiny Lock, ça veut dire qu'il n'existerait pas sous sa forme Shiny. Des petits malins ont attendu la fin de l'événement, ils ont donc pris une photo avant minuit, ils ont attendu que l'événement se termine et donc que les Pikachu soient de nouveau délock et ils ont lancé la rencontre avec le Pikachu qui était resté. Quelques chanceux ont donc pu obtenir ce détective Pikachu en Shiny, probablement le Shiny le plus rare de tous les jeux Pokémon confondus.
Ils ont fait quoi? J'ai rien compris Vous ce qu'ils ont connaissez essayé de les faire. cartes Pokémon. Vous savez que certaines sont convoitées par les je collectionneurs sais et se pas. revendent très très cher. Comme le Dracofeu set de base, édition 1, en état neuf, et comme tout le set de base, édition 1 en état neuf d'ailleurs. Hein. Vous connaissez peut-être la carte Pokémon qui coûte le plus cher au monde, la carte Pikachu Illustrator, une carte dessinée par le concepteur original de Pikachu, et il en existe seulement 41 exemplaires de cette carte dans le monde. 39 d'entre elles ont été offertes à des gagnants d'un concours de dessin organisé par le magazine CoroCoro Comics entre 97 et 98, et 2 exemplaires supplémentaires ont été découverts et vendus aux enchères en août 2020 par l'un des concepteurs de règles du jeu de cartes, Yuichi Kono. Fin février 2022, une de ces cartes s'est vendue pour 900 000 $. Mais moi maintenant, je vais te parler de la carte la plus rare au monde, tellement rare que tu la connais pas. C'est la Secret Super Battle No.1 Trainer. Il en existe que 7 connus à ce jour dans le monde entier. Ce sont 7 qualifiés pour des tournois Pokémon qui les ont gagnés. Il existe plusieurs versions de cette carte, mais la plus rare, c'est la première, avec un Mewtwo en surbrillance. Est-ce que vous allez bien? Non, sincèrement, vous êtes là de votre plein gré? Et vous voulez de vous-même continuer? Ouais, malheureusement, ouais. Bah, maintenant que j'ai commencé. L'association de protection des animaux PETA a créé en 2012 son propre jeu vidéo Flash jouable en ligne sur leur site, parodiant l'univers de Pokémon et mettant en scène des Pokémon blessés pour sensibiliser sur la maltraitance animale. Pour l'association, conserver des Pokémon dans une Pokéball en attendant d'avoir à s'en servir peut être assimilé au cirque. Leur but est de montrer que Pokémon donne aux enfants l'impression que les animaux n'existent que pour amuser les humains. Dans Pokémon Black and Blue, la PETA vous invite à incarner un Pikachu ayant soif de liberté. Vous combattrez donc pour le libérer de l'esclavage des humains tout en ralliant d'autres Pokémon à votre C'est cause. glauque. Lou Bega est un chanteur essentiellement connu pour sa reprise de Mambo No. 5 de 1999. Pour celles et ceux qui ne reconnaissent pas la musique avec son titre, je ne pourrai malheureusement pas vous la faire écouter pour éviter de me faire strike par YouTube. Donc pour contourner ça, je vais vous la chantonner moi-même, de manière sale et gênante. Ça fait quelque chose du genre 1, 2, 3, 4, 5, nanana. Voilà, t'as compris, Je dis bon, dislike. c'était très gênant. Vous savez donc qui est Lou Bega. Dislike. Eh bien ce monsieur, Non. un an après, a remixé son propre tube pour chanter en duo avec Sacha. Et il a chanté à la télévision plusieurs chansons en rapport avec l'animé Pokémon, que je vous laisse découvrir facilement sur YouTube. Ce qui est drôle avec Lou Bega, c'est que malgré qu'il soit devenu une célébrité avec un seul titre de musique, et qu'il n'a pas plus de rapport que ça avec Pokémon, eh bien je vous reparlerai de lui. Mais pas aujourd'hui, hein. On le reverra quand j'aurai réussi à trouver un autre iceberg que je recherche depuis quelques années. Junji Ito est un mangaka japonais considéré comme un des grands maîtres du manga d'horreur. Une de ses œuvres les plus connues et dérangeantes est le manga Uzumaki, et je vais éviter de rentrer dans les détails pour ne pas faire fuir les âmes sensibles qui regardent la vidéo. Mais dites-vous que ce mangaka est réputé pour son style de dessin qui met très mal à l'aise. Et bien pour Halloween 2014, Pokémon Company lui a commandé une illustration. Bien qu'il n'ait rien fait d'effrayant sur l'image, on reconnaît assez bien le coup de crayon du mangaka. Son dessin met en scène Branette suivant une jeune fille avec une poupée. Je rappelle que le Pokédex nous dit que Branette est animée par la rancœur, que c'est une poupée abandonnée qui traque son ancien propriétaire pour se venger. Eh ben super. Une série de cartes à collectionner est sortie Non, mais il y a vraiment des trucs exclusivement au incroyables. Japon en Elles sont jolies, ces cartes. 1996, juste un mois avant le jeu de cartes que nous connaissons, sous le nom de Bandai Cardass. Le nom de Pokémon ne figurait même pas encore sur les cartes, c'était Pocket Monster, le nom allongé de Pokémon. Les illustrations sont principalement basées sur les sprites du premier jeu Pokémon, ce qui peut amener à voir des différences de design, comme avec Chrysacier, Coconfort qui a des bras, Pikachu qui a un ventre blanc, Nidoqueen qui a des épines sur son corps, on y voit un Paras aussi manger un Aspico, un Abra en pleine téléportation, Ampiflore qui fait la toupie, un Grolem en pleine explosion, Dodio qui s'en mêle leur coup, l'attaque d'Evorève d'Ectoplasma illustré, un Electrode qui s'ouvre, un Noix de Coco qui écrase des Topiqueurs, un Osley qui pleure, et tu sais maintenant pourquoi, un Smogo qui explose. Je rappelle encore une fois que ce sont des illustrations officielles de Pokémon que vous voyez là. Un Levénard qui chante, à l'instar de Rondoudou, un Staros qui attaque par son joyau, là où habituellement il attaque par la pointe de l'étoile, un Starry qui s'ouvre, un Scarabrute qui peut déplacer ses cornes comme des bras, un Ronflex qui court, étonnant pour l'époque, Elector qui attaque avec ses pattes, l'aura d'un dragon autour de Draco, Dracolos qui attaque avec ses antennes, et Red qui porte sa Pokéball à l'envers.
On peut aussi voir un métamorphe essayant de prendre l'apparence de 3 Pokémon à la fois. En parlant de ces images inédites, en 1997, le créateur de Pokémon a été interviewé dans un magazine et il avait amené ses propres copies de Pokémon rouge et bleu avec des étiquettes personnalisées. La rouge avec Flagados et la bleue avec le dessin que je viens de vous montrer de Métamorphe. Il a donné la rouge à l'intervieweur et la bleue à un fan. Sincèrement, si vous êtes un passionné de Pokémon de la première heure, je vous invite à aller regarder ces illustrations de plus près. Ça donne la sensation de découvrir des images qu'on n'avait jamais vues il y a 20 ans, mais qui ont été officielles pour les enfants japonais de l'époque, et c'est un sentiment assez étrange de se dire qu'on aurait peut-être dû grandir avec ces images-là dès 151 premiers Pokémon. Initialement, Game Freak voulait que chaque Pokémon ait une valeur monétaire. Il aurait dû être possible d'acheter des Pokémon directement dans les boutiques de chaque ville des jeux, voire même en acheter à ses amis, faire un échange d'un Pokémon contre des Pokédollars. Mais cette idée était trop difficile à programmer à cause des limites de la Game Boy, et l'idée a dû être abandonnée. On pouvait même voir des concept art de l'achat de Pokémon en boutique. Ça devait avoir une grosse importance dans le gameplay initialement imaginé. Le scénario en fait, de Rouge et Bleu ça aurait même été propose logique, par exemple, pour le un coup. Magikarp, un PNG. Je pense que ce sont les dernières traces qui peuvent rester de cette idée. Par rapport à tous les modèles de jeu comme équivalent à Pokémon, ça aurait été logique. Catherine est un jeu vidéo d'aventure et de réflexion, mais c'est aussi un jeu pour adultes, développé et édité par Altus sur PlayStation, Xbox et Switch. Super que ce jeu ait le prénom de ma mère, super. C'est un jeu avec une grosse histoire d'amour à suivre entre plusieurs personnages et beaucoup de séquences de puzzles. Aucun rapport avec Pokémon donc. Et pourtant, dans les fichiers du jeu, on peut trouver une musique qui est une reprise du thème de combat contre un Pokémon sauvage de Diamant et Perle. Une autre allusion à Pokémon se trouve dans un classement fictif. Très chaud ce jeu. Team Aqua, Team Magma, Team Rocket, Professeur Birch qui est le Professeur Seco en français, Sabrina qui est Morgane, Noland qui est Sam, Tate qui est Levi et Roxane. La temporalité des jeux Pokémon en fonction de la vraie vie est un vrai bazar. Selon le livre officiel Pokédex de 1996, la Pokéball moderne a été inventée vers 1925 après qu'un scientifique ait accidentellement surdosé un colossinge. Alors j'imagine que ma traduction est mauvaise parce que je ne comprends pas comment tu arrives à transformer un colossinge en une Pokéball, mais c'est considéré comme une énorme percée scientifique pour l'époque. Mais ça rentre en conflit avec les événements du jeu Légende Arceus. Et c'est pas la première histoire que ce jeu détruit puisqu'on y crée le tout premier Pokédex, alors que dans Pokémon Rouge et Bleu, le professeur Chen se présente comme étant le créateur du Pokédex. Sauf si ce sont des univers parallèles. Toujours dans le même livre, on apprend que la recherche sur les Pokémon a commencé à la fin du XVIIIe siècle en France, par un auteur français, le baron Tagirine. À l'époque, seules 30 espèces avaient été découvertes, la recherche s'est ensuite répandue à l'Europe occidentale et est arrivée au Japon 100 ans plus tard. D'accord. Nous premiers. Pokémon 64 était un jeu pensé pour la Nintendo 64, mais qui n'a jamais vu le jour. S'il Incroyable avait été console. achevé, il aurait été le tout premier RPG sur console de salon de la franchise Pokémon. Peu d'informations sont connues sur le jeu et aucune capture d'écran n'existe à ce jour. Il a été mentionné une fois par Shigeru Miyamoto dans une interview de juin 1997. Au final, la Nintendo 64 proposera plusieurs jeux de la licence Pokémon, mais aucun vrai RPG à la sauce Pokémon Snap et Pokémon Peut-être Stadium, que les bases les de meilleurs. Pokémon 64 ont servi à développer les Pokémon Stadium, ou bien les idées de Pokémon 64 ont servi au Il y en a eu développement depuis des de Pokémon Stadium Colosseum et Pokémon XD. Où la licence est sur vraiment la finie sur Nintendo GameCube. Nintendo. Bah, t'as eu un Pokémon lors de la 4G, la sorte de Pokémon Encore Stadium, mais un après. tout petit peu. Plus grand chose. Ouais, sinon, non. D'accord. Et après tout ça, vous serez en paix. Tout ira Bah, il bien. va y avoir Pokémon Champions, qui est un peu un Pokémon Stadium au final. Ok. La La mère et la mère et la fille. fille sont deux personnages qui sont apparus pour la première fois dans le prologue du film Lucario et le mystère de Mew. La mère lisait l'histoire d'introduction du film à sa fille. La petite fille a insisté pour que sa mère relise l'histoire, ce que sa mère a accepté. Depuis lors, elles ont fait des apparitions dans de nombreux films Pokémon, ce qui veut peut-être dire qu'au final, chacun des films Pokémon ne sont que des histoires racontées par la mère. Ouvre l'œil dorénavant et essaye de retrouver la mère et la fille dans les prochains films Pokémon. Pokémon Live était une comédie musicale qui a fait une tournée aux États-Unis de 2000 à 2001. La comédie musicale était basée sur la série animée Pokémon, utilisant des personnages, des vêtements et des éléments d'histoire similaires. Il racontait l'histoire de Sacha, Ondine et Pierre alors qu'ils se rendaient à un concours pour gagner le badge Diamant. L'événement s'avère faire partie du plan de la Team Rocket pour conquérir le monde. Dans cette histoire, Giovanni a créé un nouveau Mewtwo, alors libre à vous de considérer si c'est le fameux Mew 3 qui se nomme Mecha Mewtwo.
qui mesure 3 mètres de haut et peut apprendre n'importe quelle attaque Pokémon. Giovanni l'a créé pour être le Pokémon le plus puissant. Malheureusement, Mecha Mewtwo se suicide par autodestruction dans l'acte final de la pièce. Une carte promotionnelle de Mecha Mewtwo était distribuée à tous ceux qui étaient venus voir la comédie musicale. D'accord. La confirmation officielle que Silver est le fils de Giovanni est apportée dans Pokémon Or Earth Gold et Argent Soul Silver, lorsque Lute et Célesta amènent un Celebi événementiel à l'hôtel du Bois aux Chênes. Ils se retrouvent propulsés 3 ans dans le passé et assistent au départ du chef de la Team Rocket, tandis que son fils s'écrie « Mais je ne comprends rien à ce que tu racontes, papa !» Le lien entre les deux personnages est rappelé dans l'épisode dédié de Pokémon Génération, ainsi que dans Pokémon Master X, Silver et Giovanni ont en commun le talent d'équipe famille compliquée. Quant à l'identité de la mère de Silver, on peut penser à Ariane, une commandante de la Team Rocket qui a un style capillaire très ressemblant à celui de Silver. Pour en revenir à Giovanni, je me permets une petite parenthèse. Lors de l'event Celebi, on est amené à combattre Giovanni. Après le combat, il quitte sa planque secrète, mais on n'entend pas le bruit habituel quand un personnage sort d'une grotte. À la place, on entend comme un gros splash. Une théorie veut que, étant donné que la cachette de Giovanni était aux chutes de Tojo, Giovanni s'est suicidé en sautant dans les eaux rapides. Après ça, quand l'appel radio de membres de la Team Rocket demande où est passé Giovanni, le rival dira qu'il est désolé que la Team Rocket ne sache pas que Giovanni ne reviendra pas. N est un mystérieux personnage qui fait sa première il y a des trucs par contre c'est abusé. Noir et blanc et qui a pour Je pense but de libérer qu'il a tous juste les fait une nage, Pokémon en fait. des dresseurs. Une rumeur relayée par Colombe dans Noir 2 et Blanc 2 prétend que N a un Pokémon pour parent biologique. La théorie ici veut que N ne soit pas en réalité un être humain mais bien un Pokémon, et plus particulièrement un Zoroark. Zorua et Zoroark ont tous deux le talent Illusion qui leur permet de prendre l'apparence d'un Pokémon. Dans l'anime, Zorua utilise son talent pour prendre l'apparence de Sacha, de Pierre et Aurore à plusieurs reprises, mais son illusion n'est pas parfaite étant donné qu'il a toujours sa petite queue apparente. Peut-être que la coupe de cheveux de N est une tentative de dissimuler la crinière de Zoroark. Un dialogue de Gettys dans l'épisode 15 de Pokémon Génération tend à valider cette théorie et il tiendra des propos similaires dans le jeu vidéo. On apprend aussi qu'il est capable de communiquer directement avec les Pokémon. En parlant de N, lors d'un événement organisé par Game Freak, Junichi Masuda a montré un portrait conceptuel d'un N au visage terrifiant, bien loin de son design actuel. Et il a révélé que celui-ci devait être l'antagoniste ultime de la 5e génération, un rôle finalement endossé par Gettys. Parmi les sprites de la première génération révélés par Game Freak dans le livre dont je vous ai parlé juste avant, il y en a un à l'allure d'éléphant qui n'a jamais été gardé pour la version finale du jeu. Son sprite arrière a ensuite été divulgué avec le leak de 2019. Il faut savoir que dans le Pokédex japonais, les descriptions des Pokémon font quelquefois allusion à du contenu supprimé. Il est possible que la description du Pokédex japonais de Raichu, dans Pokémon Vert, y fasse allusion. Il est dit que ces décharges électriques peuvent atteindre 100 000 volts et même causer des dégâts aux éléphants indiens. Ce Pokémon éléphant, probablement inspiré du dieu Ganesh, a sûrement permis la création de Donphan en 2e génération. Ce qui est drôle à noter, c'est que dans le jeu Pokémon Légende Arceus, la description du Pokédex de Raichu a changé. Il est maintenant dit « Ces décharges électriques outrepassent les 100 000 volts, une seule d'entre elles suffirait à assommer un Pachiraja. » Pachiraja étant un Pokémon éléphant apparu en 8e génération. Très sympa, jamais vu. Je vous ai déjà listé tout à l'heure toutes les œuvres faisant allusion aux Pokémon, mais aviez-vous déjà vu l'inverse, une œuvre externe dans l'univers de Pokémon? Eh bien en 1999, on pouvait voir Sacha se combattre contre Cortex, qui déclare vouloir conquérir le monde. Je te laisse apprécier ça. D'accord. Le 22 Ça va juillet vite là maintenant. 2010, un sujet de discussion est lancé sur le forum Pokémon de 4chan, dans lequel le créateur propose comme défi à tous ceux souhaitant y participer de dessiner son Pokémon préféré mais uniquement à l'aveugle. Un dessin sort du lot, celui d'une grenouille bleue avec une spirale jaune sur le ventre, chose qui ne ressemble à aucun autre Pokémon. Quand on demande au créateur du dessin qui il a voulu dessiner, il répondra que c'est Tentacule.
Rien ne va dans cette histoire. Le design de ce Pokémon n'existe pas et le nom de Tentacule n'existe dans aucune langue. Soit le dessinateur a juste troll le forum, soit il ne s'est pas rendu compte de son erreur et a pensé dans sa tête que Tentacule était un Pokémon existant. Le Tentacule est rapidement devenu un mème sur 4chan et ensuite sur internet. Beaucoup de fanarts ont été faits, les internautes lui ont imaginé Oui, il des est cool, hein. attaques, des ROM hacks de Pokémon ont été créés en l'implémentant. C'est devenu un running gag pour la communauté Pokémon de 4chan. L'histoire aurait dû s'arrêter là, mais 8 ans après le dessin de Tentacule, on est en 2018, et Internet découvre le leak de la version bêta de Pokémon Or et Argent. En fouillant les fichiers du jeu, on tombe sur ce sprite, celui d'un Pokémon pouvant s'apparenter à Tentacule. Alors oui, il ne lui ressemble pas comme deux gouttes d'eau, mais je rappelle qu'à la base, le but du jeu était de dessiner son Pokémon les yeux fermés. C'est évident qu'il n'allait pas être identique. Cette annonce a mis le feu au forum Pokémon de 4chan, relançant la hype de Tentacule datant de 8 ans auparavant. Attends, Et nous stop. n'avons toujours pas eu le fin mot C'est de quoi l'image qu'on l'histoire vient de voir là? de ce- J'ai pas vu. ne lui ressemble pas comme Regarde la deux gouttes d'eau, première mais je image à rappelle qu'à la gauche base, sur le but forum du quand jeu il va le était montrer. de dessiner son Pokémon les yeux fermés. C'est évident qu'il n'allait pas être identique. Cette annonce a mis le feu au forum Attention, Pokémon de 4chan, l'image relançant rouge la là. hype de Tentacule Oui, c'est datant de c'est un 8 même ans principe. auparavant. Et nous n'avons toujours pas eu le fin mot de l'histoire. De ce fait, les membres de Aïe, aïe, 4chan aïe, se aïe. sont mis d'accord sur le fait que le dessinateur de Tentacule était un voyageur temporel venant d'un univers parallèle, univers dans lequel Tentacule existe réellement dans Pokémon Or et Argent. Bon, ça en parle beaucoup des univers parallèles dans Pokémon. Hein. Ouais. Robopon est un jeu vidéo sorti en 1998 sur Game Boy Color. Le jeu a été développé et édité par Hudson Soft. Ce sont les mêmes à avoir développé les jeux Pokémon Trading Card Game. Et Robopon est ce qu'on peut considérer comme un plagiat de Pokémon. Alors ce n'est pas la première fois que Pokémon est victime de plagiat, mais là, c'est un autre niveau. Il existe 4 versions: Soleil, Étoile, Lune, et une version exclusive au Japon, Comic Boom Boom. Dans ce jeu, tu contrôles un jeune garçon ressemblant fortement à Red, tellement il lui ressemble qu'ils n'ont que 22 pixels de différence. Hein. Ton personnage commence son aventure en se réveillant dans sa chambre, très ressemblante à ta chambre dans Pokémon, et tu dois collectionner 153 robots du nom de Robopon et combattre le Légende 7. Que ce soit les combats, la map, les PNJ, les menus ou même la cinématique d'introduction, tout fait penser à Pokémon. C'est tristement incroyable de constater toutes les similitudes avec Pokémon et de savoir que ce jeu a été créé et commercialisé par d'anciens collaborateurs de Game Freak. D'accord. Le héros du dessin animé a toujours été bien distinct des héros des jeux vidéo, même avec la première génération où on incarnait Red. Pourtant déjà, dans la démo de Soleil et Lune, on pouvait recevoir en cadeau mystère un Sachanobi, l'amphinobi de Sacha. Et par la suite, si on regarde dans l'arrière-salle de l'ancien site Bradley Prix, on peut voir une photo d'un Pikachu sur l'épaule d'un dresseur ressemblant fortement à Sacha avant la saison 20. Aujourd'hui encore, des codes sont distribués par Game Freak pour obtenir les Pokémon de Sacha dans Épée et Bouclier, et il fait même une apparition dans le jeu mobile Pokémon Master X. J'ai l'impression que plus le temps passe, et plus Sacha prend de l'importance. Alors, En même temps, tu m'étonnes. on a des nouvelles? Vu comment qu'a fonctionné le dessin animé. Ah, mais c'est merveilleux ça. Et comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'on regarde Ah oui, là? d'accord. Oui, bah c'est. Je sais pas. Eh ben quel hasard là. Effectivement, oui. Bon, alors écoutez. Il est sur la route. Il arrive et tout va bien. Tout va très bien. Il vous racontera tout ça lui-même, mais je vais conclure à sa place. Déjà, merci. Merci d'être resté aussi longtemps. Alors, je ne vous propose pas de faire demi-tour maintenant. Vous êtes sur la dernière ligne droite. Après, c'est fini. Sacrée ligne droite Alors, encore. Hein. installez-vous confortablement. Mettez-vous à l'aise. On va la terminer ensemble, cette vidéo. D'accord? Parce que vous Ouais, n'êtes pas prêts arrête de parler. pour ce qui va arriver. Vas-y, C'est envoie ta long. vidéo. Alors, Envoie. n'abandonnez pas avant la Ta gueule. Faut bien rentabiliser. Désolé, hein, je te connais pas, mais ta gueule. Cameo. C'est à moi de Sacha. Mais Oui, je sais, je faut sais. il faut rentabiliser L'attente. le caméo.
Digimon. Bah oui, forcément, ils Si allaient en parler. aujourd'hui, comparer Pokémon et Digimon n'a aucun sens, c'était tout autre chose au début des années 2000. La concurrence était féroce entre les deux séries animées. Pokémon est l'abréviation de Pocket Monster, les monstres de poche, et Digimon signifie Digital Monster, les monstres digitaux. Néanmoins, la confrontation entre les deux séries a refait parler d'elle en 2013 lorsque Game Freak Par contre, je sais pas comment expliquer ça, mais j'adore le feeling qu'il y avait à l'époque de Digimon. Ouais. Je trouvais les monstres hyper stylés. Je sais pas pourquoi. À chaque fois que je vois les Digimon, j'ai un feeling un peu bizarre, un peu comme. En fait, le format Digimon est trop stylé. Même si l'histoire, comme beaucoup d'histoires de l'époque, voilà, les personnages sont juste odieux, il leur arrive des dingueries, mais hormis ça. Je sais pas comment expliquer ce feeling. La méga Moi, j'aime bien évolution, aussi, un je vois ce stade que tu veux dire. d'évolution non permanent qui ne dure que le temps d'un combat. Très similaire à Digimon avec la Digivolution qui permet aux Digimon d'évoluer et de revenir à leur état d'origine. Certains joueurs... C'est peut-être à cause de Digimon que j'ai un peu ce point de vue un peu trop enfantin de Pokémon. Parce que Digimon a toujours eu des personnages très marqués, enfin, tu sais, beaucoup plus adultes en fait. Là, on en voit une composition, des trucs en armure, des silhouettes très. Je sais pas. Peut-être à cause d'eux que j'ai toujours cette idée qui me reste en tête. Reliant le monde Ouais. de Pokémon au monde digitaux des Digimon, comme avec les Ultra Brèches qui nous ont permis de découvrir des Pokémon physiquement très spéciales, qui ressemblent plus à des Digimon justement. Reparlons une dernière fois du fameux Non. épisode interdit de Pokémon. On y voit les héros se faire téléporter dans un monde virtuel, tout comme les héros de Digimon. Et dans ce monde virtuel, ils seront aidés de Porygon, un Pokémon capable de changer de forme à volonté et de revenir à sa forme initiale, comme les Digimon, capable de se déplacer librement dans le cyberespace. Même le Pokédex le définit comme étant un programme informatique. Donc, j'ose le dire, et ça expliquerait aussi pourquoi Pokémon le met de côté depuis toutes ces années, Porygon serait un Digimon. Oh mon dieu. Il a osé le dire. C'est une histoire assez drôle qui s'est déroulée en octobre 2016 où un internaute fan de Pokémon a eu la chance de pouvoir rencontrer Masuda peu de temps avant la sortie de Pokémon Soleil et Lune. Cet internaute qui avait quelques notions de japonais lui a apporté un fan art et lui a demandé de le signer. Le dessin présentait les starters évolués et les protagonistes du jeu faisant des JoJo poses. Le souci, c'est que les évolutions des starters n'avaient pas encore été dévoilées publiquement, du moins officiellement, mais des leaks sur internet ouais. montraient déjà leur forme, sans pour autant qu'on sache si c'était sûr à 100%. La Ah, je personne m'en souviens de raconte cette toute époque. son histoire sur Reddit. Apparemment, Masuda a commenté les Pokémon, mais la personne n'ayant pas un niveau parfait en japonais n'a pas bien compris ce que Masuda avait dit. Il pense qu'il a plaisanté sur le fait que les Pokémon n'étaient pas encore officialisés, et il a dédicacé le dessin. Bon, celle-là, je m'y attendais vraiment pas. Hein. Ça se passe en 2009. À l'époque, Game Freak ne distribuait pas de Pokémon par code ou sur internet. Il fallait être présent durant un événement. Ils utilisaient des cartouches Pokémon spécifiques avec un serveur dédié en local. Malheureusement, un de ces serveurs s'est fait hack. Et c'est dans le magasin Nintendo de New York, où Nintendo célébrait justement la sortie de Pokémon Platine, que deux serveurs étaient accessibles. Un distribuait des Evoli, comme prévu, et l'autre était le hack. Il distribuait des ectoplasmas racistes. Et la vidéo est accessible sur YouTube en non censuré, mais le nom d'ectoplasma était remplacé par le N-word, et le nom des attaques et son talent étaient aussi des insultes racistes. C'est triste de s'imaginer que des enfants ont sûrement reçu ce Pokémon sur leur console. La personne Vraiment, les ayant gens, fait c'est cette des gros abrutis. distribution a été arrêtée par la police dans la journée. Les peluches Mirage, c'est un nom donné à une catégorie bien précise de peluches Pokémon. J'ai découvert ce phénomène avec l'écriture de cette vidéo. Oui, putain. Les gens se passionnent pour les peluches moches de Pokémon. Ce sont pas des produits officiels, ce sont pas des copies chinoises non plus, c'est vraiment des peluches faites par on ne sait pas vraiment qui apparemment a beaucoup existé en Europe entre les années 90 et 2000, soit avant que Pokémon eux-mêmes. Il y en a, ils sont bien, mais il y en a d'autres. Leurs peluches officielles. Les peluches Mirage étaient là pour répondre à la demande. Il y en a, ils font peur. Hein. Pas assez populaire. Piroli, il a pas survécu à la calvasse. C'est quoi la région dans Pokémon qui est la plus proche de Tchernobyl apparemment? Pas les bonnes formes ou les bonnes couleurs. Apparemment, c'est Kanto. Incalculable de peluches Mirage. Et il se peut même encore aujourd'hui qu'on en trouve
qui n'ait pas été répertorié. Donc ouvrez l'œil à l'occasion si vous passez dans un vide-grenier par exemple. Vous pourriez peut-être voir une peluche Mirage qu'aucun autre collectionneur dans le monde n'a jamais vue. Et attention à ne pas confondre les peluches Mirage avec des contrefaçons que j'ai par exemple moi-même croisées cette année durant mes vacances en Italie. Dans l'animé Pokémon, James possède un Ampiflore qui a pour habitude de l'avaler à chaque fois qu'il fait appel à lui. Voilà, c'est un running gag. Et dans l'épisode 12 de la saison 3 de Pokémon, la Team Rocket attaque évidemment le groupe de Sacha et ses amis. Et alors qu'en version française, la scène ne pose aucun souci, je vous présente la version américaine. Là où certains ne remarqueront toujours rien, d'autres à l'oreille plus fine auront peut-être compris. L'enregistrement de James à ce moment-là est un son inversé qui a été retourné pour paraître inaudible, mais quand on le remet à l'endroit, voilà ce que dit James. Léo Burnett et 4Kids sont le diable. C'est un message caché laissé intentionnellement par Eric Stewart, le doubleur. Et comment ils peuvent réussir à faire passer ça pour aussi longtemps? 2011, il a déclaré qu'il l'avait fait parce que 4Kids ne payait plus les doubleurs pour leurs travaux dans les publicités. En ce qui concerne Léo Burnett, c'est un publicitaire bien connu je comprends qui a qu'il soit créé des saoulé. personnages pour des marques populaires. Et à cette époque, il venait de créer Marlboro Man, ce qui provoqua une augmentation très notable des ventes de cigarettes. Et c'est peut-être là la raison pour laquelle Eric l'a également mis dans son message. D'accord, bon, c'est compréhensible. En fin d'année 1999, pour promouvoir la sortie du Burger premier King, film Pokémon qu'ils au ont cinéma, fait, Burger King a proposé des Pokéballs dans les menus enfants aux États-Unis. Malheureusement, une fillette de 13 mois s'est étouffée en se couvrant le nez et la bouche avec chaque moitié de la Pokéball. De ce fait, Burger King a dû rappeler environ 25 millions de ses jouets et a incité ses clients à ne pas les laisser entre les mains d'enfants de moins de 3 ans, de les jeter ou bien de les rapporter au restaurant en échange de frites gratuites. Je suis désolé, la gosse. Une étude publiée en 2019 dans la revue Nature. Elle a justifié les théories de Darwin. Ah oui, non mais. Non, mais là, comment tu fais pour t'étouffer avec un truc qui. Elle a avalé ou pas? Non, j'ai pas compris. Non, elle s'est étouffée avec les couvercles, concrètement. Je sais même pas comment c'est possible. Bah, je comprends pas, à part si elle a avalé le truc, que ça s'est bloqué, et encore, je pense pas que c'est possible. Bah, je pense qu'il y a quand même un problème s'ils ont retourné la totalité des objets, mais bon, c'est... Elle avait quel âge, 6 mois? Behavior, par les chercheurs moins de 3 ans en tout cas. Affirme que des personnes ayant beaucoup joué aux jeux Pokémon durant leur enfance ont une zone particulière du cortex visuel qui s'active lorsqu'ils voient un Pokémon. L'étude est assez fournie en informations, je ne vais pas tout vous raconter ici, mais ce phénomène s'explique du fait que la Game Boy était toujours tenue à la même distance des yeux, que les Pokémon composés de pixels noirs et blancs tenaient toujours dans le même emplacement, le tout à un âge où le cerveau de l'enfant se développe. L'expérience a été faite sur 11 personnes ayant grandi avec les jeux Pokémon entre 5 et 8 ans, et 11 autres personnes n'ayant pas connu Pokémon. Eh bien, cette étude a offert un aperçu supplémentaire du fonctionnement interne du cerveau humain. D'accord. Laissez-moi maintenant vous présenter le manga Pokémon Rebirth. Ce manga qui a fait ses débuts dans le numéro du 9 mars Il a un joli dessin, lui, 2011 par du contre. Wiki Shonen Sunday, et il n'a pas été distribué en dehors du Japon. Dans cette Encore une série, fois. le héros Ryuga et plusieurs autres personnages ont la capacité de fusionner avec un Pokémon en utilisant une technique appelée le Burst. Ryuga a par exemple la possibilité C'est dangereux de fusionner fusionner avec certains Zekrom Pokémon. grâce à une pierre héritée de son père dans une boîte sur laquelle est dessiné le logo du Genre Pokémon. fusionner avec On a Xelang. affaire là à un titre J'ai eu la même ref. plus sombre. La violence graphique est plus importante. Ce spin-off de Pokémon s'adresserait donc à un public plus adulte. Cette façon qu'a un dresseur de fusionner avec son Pokémon me rappelle un peu la Et un peu Fury. d'Amphinobi qui lui permet de se transformer en Sashanobi. Peut-être que Pokémon garde sous le coude l'idée de la fusion entre dresseur et Pokémon pour un jeu plus mature, ou bien l'idée a déjà été abordée et abandonnée depuis. Bah, ils peuvent... Abandonné, je pense. On l'a vu. Ouais, au en fait, je début pense de que la Pokémon vidéo. peuvent Un juste métamorphe plus faire un capable, truc grâce à plus sa mature. capacité morphing de prendre l'apparence d'un Les genres autre Pokémon des et films de copier style ses attaques. Détective Il peut Pokémon, devenir sa ça copie restera parfaite. des Le raretés. métamorphe Hein. peut même rester la copie d'un autre Pokémon en dehors d'un combat. C'est comme bon lui semble. On a aussi vu que tous les métamorphes dans la nature sont des tentatives ratées de cloner Mew. Imaginons maintenant que Métamorphe est capable de procréer, ce qui n'est pas impossible, puisque quand on le met à la garderie avec un autre Pokémon, on obtient un œuf de cet autre Pokémon. Alors imaginons que Métamorphe peut procréer avec un autre Métamorphe, voire même
procrée tout seul et recrée d'autres métamorphes à son tour, et ainsi de suite. Alors, qui vous dit que le Pokémon que vous croisez dans les hautes herbes ou dans un océan n'est pas un métamorphe qui a pris une apparence? C'est impossible de prouver le contraire. Et les métamorphes ne se contentent pas de copier des Pokémon, il leur suffit de copier simplement un oiseau, un poisson, un chien, un chat, pour créer un Pokémon qui lui ressemble. Mais pas que, ils peuvent aussi copier des objets inanimés, une fleur, un rocher, un sac de nœuds, un trousseau de clés, une glace, une pomme de pin, etc. Potentiellement, Tout n'est que métamorphe. tous les Pokémon que vous croiserez dans votre vie seront tous, sans exception, des métamorphes, copiant l'apparence d'un autre animal, d'un autre végétal, d'un minéral ou d'un objet humain. Si vous ne croyez pas à la théorie du multivers, la théorie des métamorphes permet de justifier pourquoi on peut trouver plusieurs Pokémon légendaires, les mêmes, ou pourquoi il existe même des formes alternatives, ou même des shiny des légendaires, alors qu'ils sont censés être uniques. Franchement, ça Les tiendrait plus Zarbis la sont route pour le apparus coup. dans les jeux Pokémon Ouais, Or ça et tient la route Argent. quand même. Ils représentent les lettres de l'alphabet que nous connaissons, et ils sont liés à un événement mystérieux du passé, mais les jeux ont toujours été vagues à ce sujet. Le leak de la démo de 1997 de Or et Argent nous en apprend un petit peu plus. Initialement, le jeu était pensé pour se dérouler sur l'entièreté du Japon, et les ruines Alpha, l'endroit où se trouvent les Zarbis, se situaient sur la carte du Japon pile poil à l'emplacement de Hiroshima. Les ruines Alpha, normalement parsemées de Zarbis sur les murs, ont dans la version bêta des dessins différents. On peut y voir deux personnes côte à côte, une météorite, un tourbillon, des points d'exclamation, de la fumée ou des vagues, bref, des symboles pouvant faire référence à la destruction. La théorie veut que les Zarbis représentent la masse d'inconnus et de personnes dont on n'a pas les noms qui sont décédés lors de la destruction de Hiroshima et de Nagasaki pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, en anglais, le Pokémon s'appelle Unknown, ce qui rappelle cette idée de personnes inconnues. L'idée que des personnes se transforment en Pokémon n'est pas nouvelle, car de nombreux Pokémon de type spectre auraient été créés par les esprits d'humains décédés. La radio, qui a fait son apparition en deuxième génération, peut être activée dans les runes alpha, et émet un bruit particulier similaire au cri des Zarbis. Des gens pensent que ce son est censé représenter celui d'un compteur Geiger, permettant de mesurer le taux de radioactivité d'une zone. C'est justement durant le développement de Pokémon Or et Argent que Pokémon a commencé à se développer à l'international, et plus particulièrement aux États-Unis, et c'est sûrement là la raison qui a poussé Game Freak à éviter tout rappel de la Seconde Guerre mondiale au reste du monde. D'accord. Histoire logique, triste, mais ok. mais touchante à la fois. En Suède, au cimetière de Lund, on peut trouver la pierre tombale d'un petit garçon décédé à l'âge de 5 ans. La personne qui a sculpté cette pierre tombale à l'effigie du jeune enfant l'a représenté en train de jouer avec une Game Boy Advance SP et le Pokémon Gravalanche à l'écran. On retrouve aussi ce Gravalanche juste en dessous de la Game Boy pour la faire tenir dans les mains du petit. Je me permets donc d'imaginer que cet enfant était fan de Pokémon et que Gravalanche était son préféré. Le nom de Victini vient des mots victoire et minuscule. Sa description dans le Pokédex indique que son corps produit une énergie sans limite. Victini se trouve au bas du phare de la Liberté, qui est basé sur Liberty Island, une île inhabitée de la baie de New York sur laquelle est située la Statue de la Liberté. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un scientifique du projet Manhattan a créé Little Boy et Fat Man, deux armes nucléaires utilisées contre le Japon pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. L'énergie illimitée de Victini est une référence à l'énergie nucléaire et son type feu est probablement une référence aux boules de feu nucléaires et à tous les incendies après le largage d'une bombe. Victini est la bombe de la victoire de l'Amérique, d'où le signe V, présent partout, avec Victini jusque dans ses attaques. Son attaque coup La création des Pokémon ne sont pas si enfantins que ça. Une flèche pointant vers le bas, comme si Victini était une boule de feu qui tombait sur le sol. Faire le signe V avec ses mains est un signe de victoire qui a été utilisé après la Seconde Guerre mondiale. Victini possède le talent victorieux, qui augmente sa précision de 10%, et les soldats américains devaient larguer les bombes avec beaucoup de précision. Une autre théorie plus tranquille raconte que l'apparence de Victini est basée sur l'usagi ringo, une méthode japonaise pour couper des tranches de pommes de manière à les faire ressembler à des lapins. Si Victini est basé sur une façon de couper des tranches de pommes, ça fait encore une fois allusion à New York, puisque c'est la seule ville du monde qu'on appelle la grosse pomme. Dans un monde où des Pokémon décédés peuvent devenir des Pokémon spectres, voire même que des objets peuvent s'animer et devenir des Pokémon, il n'est pas étrange de constater des phénomènes similaires avec les êtres humains. Par exemple, Spiritomb est un Pokémon qui se compose de 108 âmes humaines, rien que ça. Ces exemples nous permettent d'aller plus loin dans la théorie, celle qui dit que tous les humains sont des Pokémon.
La bibliothèque de Joliberge, dans les opus Diamant et Perle, nous en dit un petit peu plus sur le passé commun des Pokémon et des humains. Il fut un temps où certains Pokémon étaient très proches des humains. Un temps où humains et Pokémon mangeaient à la même table, un temps où aucune différence ne permettait de les distinguer. Cette dernière phrase est importante car elle insinue qu'on ne voyait aucune différence entre humains et Pokémon, comme s'ils faisaient tous deux partie de la même espèce. On peut ensuite lire ceci. Il était une fois un Pokémon vivant en forêt. En forêt, le Pokémon retirait son pelage pour s'endormir sous forme humaine. À son réveil, l'humain enfilait le pelage du Pokémon pour arpenter les villes. On parle pas ici d'un Pokémon prenant l'apparence d'un humain, comme Zoroark par exemple, mais bien d'un Pokémon qui retire son pelage de Pokémon pour acquérir une forme humaine. Et il pouvait récupérer son pelage et redevenir Pokémon, comme si les Pokémon et les humains étaient la même créature. Fut un temps où chacun pouvait alterner entre les deux espèces. De plus, on nous dit que cette créature avait une apparence humaine dans la forêt et une apparence Pokémon dans la ville, comme si la ville et les villages étaient autrefois habités uniquement par des Pokémon. Dans la version japonaise, on nous dit aussi que fut un temps, il était normal de voir Pokémon et humains se marier. C'était une chose normale il y a longtemps. Les gens et les Pokémon étaient les mêmes, et tout ça sans parler du lot de Pokémon de type spectre qui sont à la base des êtres humains décédés. Les preuves suggérant que les humains pourraient en fait être des Pokémon sont très convaincantes, sachant que ces indices sont répartis dans tout l'univers Pokémon. Une autre théorie, un peu plus tirée par les cheveux, qui reste dans ce même registre, veut que les infirmières Joël, ou bien les agents Jenny, soient aussi des Pokémon, ce qui peut expliquer pourquoi il existe un nombre quasi infini de ces personnages dans la série et dans les jeux. C'est pas la première fois qu'on verrait un Pokémon ressemblant à un être humain. De plus, l'infirmière Joël et l'agent Jenny n'ont toujours qu'un seul et même but, soigner les Pokémon ou assurer la sécurité d'une ville. Et ce ne seraient pas les premiers Pokémon à parler le langage des humains. Là où certains communiquent par télépathie, on a Miaous de la Team Rocket qui a de lui-même appris la langue des humains pour communiquer avec eux. Voilà, libre à vous maintenant d'accepter ou non cette théorie. Attaqué par mon chien, à l'aide. Une histoire assez bizarre datant du 15 octobre 2020 durant laquelle un utilisateur de 4chan poste une photo de lui jouant à Pokémon épée et bouclier lors de la cérémonie funéraire de sa grand-mère, cercueil ouvert. Il postera une deuxième photo beaucoup plus proche de sa supposée grand-mère en affichant son Noctunoir Shiny sur sa Switch. Alors non mais là lui il abuse par contre. La photo, que ce soit avec colère ou avec amusement. Évidemment pour cette vidéo j'ai censuré le visage de la grand-mère. Non mais l'abus, hein, Il a été révélé en 2022 que Game Freak voulait à l'origine créer 65 535 versions différentes de la première génération de jeux Pokémon, de manière à ce que les Pokémon soient échangés entre différents mondes et qu'il y ait des Pokémon exclusifs à certaines versions. Le tout sous la même cartouche unique. C'est l'identifiant aléatoire du dresseur qui lancerait un des 65 535 mondes différents. On peut presque dire que les cartouches de jeux Pokémon auraient été personnalisées. Et au final, c'est Shigeru Miyamoto de Nintendo qui déconseille d'entreprendre cette voie car trop compliquée et conseille de s'en tenir qu'à 2 versions différentes et distinctes. Ah, il a sauvé un truc. C'est la question qui dérange les joueurs de Pokémon Go. Quand est-ce qu'Arceus arrivera dans le jeu? La 4G est pourtant intégrée depuis 2018, sachant que 2021 et 2022 étaient les années des remakes 4G sur Switch et surtout la sortie du jeu Pokémon Légende Arceus. Alors pourquoi le dieu des Pokémon n'est toujours pas dans Pokémon Go? Eh bien justement, la rumeur voudrait qu'il y soit, et depuis le début de l'ajout de la 4G. Le problème, c'est qu'il serait uniquement disponible sur la Lune, et nulle part sur Terre. Et si c'est vrai, ça serait un coup de génie marketing. Ah, il n'y a pas de réseau sur la Lune. Si tu m'entends, est-ce que tu peux aller vérifier pour moi, s'il te plaît? Là, il y a Thomas Pasquier. Même si en France, on a connu un raz-de-marée Pokémon, à la Pokémon. Franchement, si on voit Thomas Pasquier là, je comprends pas. 2000, on était en décalage avec le Japon, pour qui Pokémon s'était fait. Oui, je suis Thomas Pasquier, j'aime Pokémon. Et où il était initialement prévu que la série s'arrête rapidement. Et je suis en train de lire un script. Avec la 2e génération. Mais le patron de Pokémon Company de l'époque a changé d'avis en constatant l'énorme succès de la franchise. Cette histoire est connue, mais ce qui est moins connu, c'est l'anticipation de la fin de Pokémon liée à un autre univers que celui de jeux vidéo. Et je vais vous parler de l'animé Pokémon. Dans cette idée de conclure Pokémon, l'animé devait aussi se terminer, surtout après le drama de l'épisode de Porygon qui a mis en pause la série pendant 4 mois au Japon, l'animé devait avoir une conclusion à son histoire. Et la meilleure manière de le faire était avec un film au cinéma. On va donc reparler du premier film Pokémon, Mewtwo. Sauf que le premier film était officielle une masterclass. Quasiment aucun élément connu du film. Et ils ont donc pas pu. Voir à une ambiance assez bizarre. La bande-annonce se concentre sur Ondine, c'est pas le film là mais une Ondine plus âgée que
que celle qu'on connaît, Ondine adulte. On y voit aussi Miranda, qu'on revoit ensuite dans le film, et enfin une jeune fille aux cheveux roses qui n'a jamais fait aucune autre apparition dans tout l'animé Pokémon. Ma théorie sur cette bande-annonce est que l'entièreté du premier film Pokémon est une histoire racontée par Ondine à sa propre fille, dans la même idée que ce qu'on a vécu précédemment avec la mère et la fille, qui raconte le prologue du film Lucario et les mystères de Mion. Je suppose que Sacha et Ondine ont finalement fondé une famille ensemble, mais Sacha n'est pas dans la bande-annonce, alors que son Pikachu y est. Je rappelle que dans les débuts de l'animé Pokémon, Pikachu ne supporte absolument aucun humain de la série, sauf Sacha, qui l'a protégé dans le premier épisode. Et Ondine, Pikachu n'a rien contre Ondine, et il a accepté dès la première rencontre. Imaginez si à la base, la fin de l'animé Pokémon aurait été la mort de Sacha face à Mewtwo pour protéger son Pikachu, comme il l'avait déjà fait lors de leur première rencontre. Imaginez si la mort de Sacha devait conclure l'animé Pokémon. Vous n'avez jamais trouvé ça étrange que les larmes de Pikachu puissent comme par magie faire revenir à la vie Sacha? Comme si cet élément de scénario avait été ajouté à la dernière minute? Et la bande-annonce avec Ondine adulte aurait été l'épilogue du film, où une mère raconte à sa fille la dernière grande aventure de son papa décédé. Pikachu ayant perdu son dresseur adoptif aurait été recueilli par sa femme. Tout ce que je vous raconte là vient de mon imagination. Oui, mais vu que Sacha ne vieillit pas, c'est-à-dire qu'elle se serait mariée avec un ado. De cette bande-annonce, je vous Oui. laisse vous faire Mon votre Dieu. propre avis et vos propres théories. J'ai ma Il a propre 10 ans. théorie maintenant. Nous Il a arrivons à la 10 ans, conclusion quoi. de cette vidéo. J'espère sincèrement que J'ai vous entendu avez conclure la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé, ça m'a pris un temps fou, mais je crois que ça valait le coup. Juste avant de nous quitter, j'aimerais vous parler d'un tout dernier sujet. Oh non, il a encore un truc à dire. Allez. Le père de Sacha. Le père de Oula. Sacha, bah, il aurait dû le mettre dans les premiers en fait. À ce Oui, mais jour, ça, à mon l'anime avis, ça doit être le Pokémon plus n'a deep jamais donné de tous les trucs qu'on a vus. d'explication claire et précise sur l'identité du père de Sacha. Nous n'avons aucune information le concernant. Au début de l'animé, la mère de Sacha, Delia, parle de lui au présent, ce qui réfute la théorie comme quoi il pourrait être mort. Alors, qui est-il? Actuellement, nous n'avons aucune réelle piste. Ça se trouve, c'est le professeur sur le père Chen, de hein. Sacha. Mais le film Pokémon, Les Secrets de la Jungle, en fait rapidement mention. Peut-être qu'on se rapproche de la grande révélation après 25 ans de série? Tu sais, en vous voyant tous les deux, j'ai pensé à mon propre père. Quand j'étais petit, je parlais à mes copains de mes objectifs, mais ils se moquaient tous de moi. Alors papa m'a dit un truc que j'ai jamais oublié. La boussole qui te guidera vers ton rêve réside au fond de toi. Si tu renonces, tes rêves ne deviendront jamais réalité. Et maintenant que je voyage avec Pikachu, je commence à comprendre ce qu'il a voulu dire. Dans une famille, on se dispute, mais tout finit toujours par reprendre son cours, tu verras. C'est curieux, hein, une famille, c'est à la fois simple et mystérieux. Qui est le père de Sacha? Cette simple question a fait germer 3 grandes théories dans la tête des téléspectateurs. Giovanni, Mhm. le chef de la Team Rocket, c'est quand Ah. même le patron du plus grand réseau mafieux du monde Pokémon. Donc ça serait le frère du Veut gars faire aux cheveux rouges, croire là qu'un gamin de Ouais. 10 ans arrive à déjouer leurs plans aussi souvent? Non, je pense pas. Je pense plutôt qu'ils font semblant de se faire battre pour permettre à Sacha de prendre confiance en lui. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jessie et James sont continuellement aux trousses de Sacha. Ce serait pour le surveiller et l'aider lors de son aventure. Une autre théorie Ouais. voudrait que le père de Sacha soit Ouais. Monsieur Mime. Voilà pourquoi on le verrait continuellement Oh non. au domicile de Delia durant tout l'animé. Et le fait que Sacha soit le fils d'une humaine et d'un Pokémon expliquerait aussi peut-être pourquoi il ne vieillit pas tout du long de l'animé. Et cette théorie est d'autant plus probable maintenant qu'on a abordé la possibilité de relation entre humains et Pokémon. Pour conclure, certains pensent que le Au secours. Gros baiser, monsieur Bim. est le père de Sacha, et c'est peut-être la théorie la plus probable. Ah, J'ai bon. lu Samuel Etienne. Continuellement, la mère de Sacha, Mais non. ces personnages sont très Pas pour proches, l'univers. On les voit même partir ensemble en vacances. Et dans un village aussi petit que le Bourg-Palette, c'est le genre de chose qui met la puce à l'oreille. De plus, le professeur Chen se comporte bien souvent comme une figure paternelle pour Sacha, étant l'un des rares adultes de la série à s'occuper de son bien-être, à l'aider et à le conseiller. Maintenant, nous allons parler du 4e film Pokémon. On y rencontre Sammy, un enfant envoyé 40 ans dans le futur par Celebi. Et on apprendra, à la toute fin du film, que Sammy était le professeur Chen enfant. De ce fait, le professeur Chen, connaissant 40 ans à l'avance l'histoire et la vie de Sacha, restera auprès de lui et de sa mère pour le protéger. Et pour éviter
de briser le déroulement du temps, le professeur Chen inventera une excuse dans le premier épisode de la série comme quoi il n'a plus de starter disponible et imposera Pikachu à Sacha. Peut-être que ce qu'a vécu le professeur dans son enfance l'a poussé à vivre dans ce petit village perdu du Bourg-Palette, ce qui n'a aucun intérêt pour un professeur reconnu mondialement comme lui, il a quand même inventé le Pokédex. Il pourrait vivre dans une grande ville, profiter des dernières technologies pour ses recherches, mais non, il vit dans un tout petit village, éloigné de tout, avec même pas une dizaine d'habitations. Il est venu s'installer au Bourg-Palette pour surveiller Delia, en attendant qu'elle rencontre le grand amour et qu'elle tombe enceinte. Et en voyant le temps qui passe, le professeur s'est rendu compte que Delia ne rencontrait personne, alors qu'elle devrait ne pas tarder à tomber enceinte de Sacha. Le professeur en arrivera donc à cette conclusion. Il doit lui-même intervenir dans l'histoire et la vie de Delia. Il doit lui-même Oula, c'est devenir chelou. son compagnon pour que Sacha puisse naître, exister et respecter le déroulement de l'histoire. Voilà pourquoi le professeur Chen appellera Sacha fiston. Si le professeur Chen est le père de Sacha, ça veut aussi dire que Régis est le petit-neveu de Sacha. Voilà ce que sous-entend Sacha en disant que dans les familles on se dispute. Durant l'enfance, ils étaient tous les deux meilleurs amis. Ils sont ensuite devenus rivaux, et en grandissant, ils se sont réconciliés. Une famille, c'est à la fois simple et mystérieux. Donc le professeur Chen, il a ken sa mère, c'est ça? Là, Bah, il bravo. s'est Que senti Sacha obligé de a ken sa rencontré le mère. professeur Chen dans son enfance, dans sa jeunesse, C'est- Mais- il a c'est- consacré tout le restant de sa vie à ce que cette réalité Mais- Ça me rappelle la théorie d'Harry Tout Potter était avec prévu depuis le Jenny. début. Tout ce Voilà. qui s'est passé devait se passer. Oula, Le professeur Chen est donc je l'ai pas, devenu donc... le père de Sacha En malgré gros, lui. Jenny Et aurait c'est utilisé Sacha un filtre lui-même, d'amour sans le pour savoir, qui a fait se rencontrer ses séduire parents. Harry. Et c'est Sacha Ah oui, lui-même, si, j'en ai entendu parler. sans le savoir, qui a provoqué sa propre naissance. Ok. Ok. C'est la fin? Laissez-nous J'ai tranquille, encore c'est la une fin? théorie. Je crois que c'est la fin. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, dans quelques temps, dans quelques années, Oui, quelques années, s'il vous plaît. Hein. je vous présenterai quelqu'un. Je vous présenterai un garçon. Un garçon qui porte le prénom de Sacha. Sauf que là, il n'y aura pas de mystère sur l'identité de son père. Quoi? C'est Farol, le père de Sacha. Ah! Ah! Ah, cette fin de vidéo qui en a... Je incompréhensible. savais même pas qu'il avait un gosse, ce Farol. Oui, je pense que c'était l'annonce de Somptueux, non? Ouais, c'est ça. C'était il y a 2 ans. C'était mignon. Ouais. Ouais, c'était long, hein. Ouais, c'était long, j'en pouvais plus. Ouais. Du coup, je te propose pas de regarder une vidéo de... Non, ça ira. de trance, ça va être encore plus long. On peut regarder l'iceberg de Zelda si tu veux. Ah. Non, mais ça ira. Ça ira, les potes. Hein. Ouais, hein. Bon, c'est bien gentil, mais... En plus de ça, on n'a pas déverrouillé le deuxième jeu. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on va faire, du coup, après. Ouais. Alors... Je vais surtout aller pisser encore une fois, parce qu'en fait, je bois trop de café, et je vais me refaire un café. Comme ça, je vais repisser après, mais... Comme ça, tu peux repisser après. Ouais. Logique. Ok. Il est quelle heure, là? Il est bientôt 16h. Solution 1. Solution 1. Je dégage le second goal. Je prends le Mist 2. Ouais. Et on le remplace pour autre chose. Voilà. Ouais. Et solution 2? Il Il n'y a pas de solution 2. Solution duo, je sais pas, je lance Overwatch et on joue à Overwatch. Le temps que les goals soient atteints. Ah, en fait, la solution d'Overwatch, ça peut être sympa.
Par contre, ce matin, du coup, avec le petit-déj, j'ai regardé la nouvelle vidéo, je sais pas si tu suis, hein, de Bilal et Nico qui sont en train de faire Montpellier-Paris à pied. Qui ça? En gros, c'est deux streamers pas mal connus qui ont un peu percé ces 2 dernières années. Alors, attends, J'ai pas entendu les noms, c'est pour ça que je te disais qui ça. Billian et Nico. C'est Nicotine, je crois, son pseudo. Ah, ok, si je les ai vus aux events, je vois à peu près. Des petits gars, des jeunes que je trouve bien sympathiques et un humour qui me plaît bien. Et en gros, bah, là, ils sont en train depuis lundi, du coup, ils font simplement marche à pied de Montpellier à Paris, donc une vingtaine de jours de marche. Oh merde. Oui, Putain, c'est un peu long. ils ont le courage. Mais le Ils ont truc, le c'est courage. que, en fait, c'est très sympa, mais ils ont une communauté qui est très jeune. Genre, on est Ben, entre ouais. 10 et 20 ans max. Enfin, Mm. j'exagère dans le max, mais genre vraiment jeune. Et le problème, c'est que c'est un gros bordel sur toute la marche. En fait, il y a trop de mômes, ils se mettent en danger parce qu'ils sont sur la route. Genre, dès le premier jour, il a eu que des accidents. Il y a une voiture qui s'est foutue à la fosse, en fait. Ah merde. Genre, dès le jour 1. Genre, au bout d'un moment, deuxième jour, il y a un mec qui leur prend la tête pour rien, bah, il leur jette un œuf. Genre, il y a que des petites conneries comme ça, c'est trop chiant. En fait, c'est trop con parce que, enfin, tu sais, c'est un sub-goal. C'est un objectif qui a été récupéré avec les dons pour les associations. Et les gens, ils se comportent comme des gosses, littéralement, parce que c'est des gosses, mais c'est, ouais. Après, bon, voilà, je parle des mauvais côtés, mais en fait, juste les gens se mettent en danger, ça casse les couilles. Parce que eux, à chaque fois, il leur dit, par contre, on prend pas de photos, on vous cause même pas si vous mettez en danger, pas sur la route. Il leur dit à chaque fois. Genre dans les villages, vas-y, ok, mais je te C'est un jure. problème, c'est. Du coup, ce matin, je regardais l'épisode et en fait, ils sont allés bouffer dans les eaux de midi à un resto-bar qu'il y avait dans le village où ils arrivaient. T'as un gars qui leur dit bonjour, trop gentil, leur donnait je sais plus trop quoi. Et il s'assoit devant, puis il les regarde manger. Ok. Oh, la gênance extrême. Ouais, c'est quand t'es connu. Puis du coup, tu sais, les deux autres et le caméraman, ils mettent des perches et leur dit ouais, enfin, tu sais, genre, il essaie de le faire comprendre en lui disant pas directement, mais il y a un moment, il y a un autre de leurs vidéastes qui les appelle, puis tu sais, il met au parleur, et puis il disait ouais, parce que franchement, ça serait chelou que tu sais, par exemple, quand on mange, il y a des gens qui s'assoient devant nous, puis qui nous regardent manger, quoi, ça serait. Putain, il met des perches gigantesques en mode mec, est-ce que tu comprends ce qu'on est en train de dire? Et l'autre, il bougeait pas. Donc au bout d'un moment, il y a le Nico qui dit, qui serre la main à l'autre en disant merci d'être venu, blablabla. En gros, vas-y, casse-toi maintenant. En gros, c'est ça tout le long de leur aventure sur les 4 premiers jours, vas-y. Ça doit être chiant. Moi, j'aimerais pas. Non, mais en contrepartie, par contre, Pas vivre ça. s'ils arrivent à faire les 20 jours, gros exploit sportif de leur part. Hein. Ouais. Parce qu'ils se tapent C'est quand sûr. même une trentaine, quarantaine de kilomètres par jour. Hein. Ouais. Heureusement qu'ils ont la jeunesse. Hein. Heureusement. Non, c'est sympa le défi, mais c'est le fait qu'ils ont une communauté un peu conne qui. Jeune. Non, Jeune. c'est pas conne, jeune. Oui, pardon. Quand t'es môme, Jeune. t'es môme. Hein. Quand t'es môme, tu te rends pas compte de tout. C'est juste que ces gosses ils ont des parents. Hein. Aussi, oui. En fait, si les mômes sont accompagnés des parents, bah vas-y, ok, là ça match un peu mieux. Mais en fait, les parents font en sorte qu'ils soient pas au bord de la route. Je sais pas si tu avais suivi cette histoire, je crois que c'était une Nostag qui disait que lui, quand il était à Webedia et qu'il sortait, Oui. il voyait vraiment les parents avec les gosses pour venir, ils s'attendaient devant Webedia pour le voir. Donc des fois les parents, c'est pas les meilleurs exemples. Les parents, ils veulent faire plaisir aux enfants, puis des fois, il y a des trucs. Et en vrai, devant Webedia, c'est un peu plus logique. Par contre, si c'était devant l'appartement d'Inoxtag, là, c'était compliqué. Oui, t'avais eu ça, oui. En plus, Inoxtag, c'est un bon exemple parce que lui, il a eu des très gros problèmes à cause de ça. Des gens qui venaient devant chez lui, devant chez les membres de sa famille, au bout d'un moment, c'était là, c'était dans l'abus complet. C'est Michou, je crois, qui a eu un. Oui, non, mais ils l'ont tous. Un cas de. Ils ont eu tous des cas très, très graves et extrêmes. Mais tu sais, forcément, je suppose aussi que certains d'entre eux n'en parlent pas pour pas donner
de mauvaises idées aux autres. Mm. Mais ouais. Je vais te laisser une paire de minutes. Je pense que je vais juste prendre le temps de faire le café. Je vais sortir le chien en même temps. Ouais. Et du coup, je sais pas. Hein. Je sais pas dans combien de temps. Ouais, bah je vais faire quelques trucs et quand je vois que t'es connecté, je reviens. Ça marche. De toute façon, là, je vais mettre la musique. Puis je pense que je vais simplement couper les micros, comme ça tu t'embêtes pas à l'écho, je sais pas trop quoi. Allez. Ok. Attends, je vais juste remettre l'info à l'écran. Je sors le yinche, à toutes. Ok. Allez, à tout de suite. À toute.
Les petits potes. Me revoilà. Le revoilà. Le revoilà. Ah, bon. J'ai fait l'acquisition de quelques petites tomates cerises là. Oh. Bon appétit pour l'après-midi. Et à quelle heure là Ah, Oh, c'est- les petites tomates pour le goûter là. Je me suis pris un Kinder Delice, moi. Ah, à Lidl, ils étaient en promo, j'en ai pris 2 de paquets. Je vais pas te mentir. Que je réfléchis très très fortement à une petite commande de beurre là. Hein. Ouais, il faut que j'évite. Donc, me mets pas l'idée dans la tête. Là, je te mets pas l'idée dans la tête, je te dis plutôt le contraire, mais. C'est juste que j'avais prévu des trucs pour le week-end, mais je les ai mangés avant. Donc. Bizarrement, il y a que les tomates contenues. J'ai commencé à regarder la dernière vidéo du Bazar du Grenier sur Blizzard. Sur Blizzard Ouais. Vas-y, hein, de toute façon, on est en après-midi. Quand on a- tu le veux. Quand ça, Ouais, ça fera un, Le, un le- enchaînement le- avec... le comme tu veux, là, il était terrible. En soi, Tiens, ça chien, fera un qu'est-ce que t'as fait enchaînement si tu vas sur Overwatch. Loulou. Pourquoi tu brailles? Pourquoi tu oses pète? J'ai le chien qui rouspète, je sais pas pourquoi. Bref. Bon. Ah, j'ai pas éteint ça? Ah oui, non, je suis con. Hop là. Bon, bah, on part sur du... Change le titre un petit peu. Oui. Hop là. Avec 2 points d'escalade, tout à fait. Oh, bah, je sais pas écrire vidéo, tiens. Vidéo. On va dire que ça s'écrit comme ça. Hop là. Dam, dim, dadam. Ok. Non, je vais pas chanter. Hop. Ah, il chante. Il chante du Expédition 33. Chante de mieux en mieux. Supprimez Hein. vos données personnelles auprès de Ah. courtiers. Supprimez vos données personnelles, s'il vous plaît. Tu veux que je fasse comme tout à l'heure? Je te la mets en partage écran? Ouais. Eh bah, c'est non. D'accord. La violence. Je vais mettre à pleurer. La violence. On repart sur le début de la vidéo. Ce qui est bien, c'est que là, il met la partie sponsor dès le début, de façon instante. Putain, des fois, ma cam, elle veut pas partir. Du coup, il y a 2 cams. Allez. Vous êtes prêts, les enfants? Tu l'as, c'est bon? Ouais, je l'ai. Eh bah, go. Oui, allô? Ah! Vous avez forcément déjà vécu cette situation. Eh bien, Oui. c'est parce que vos données sont collectées à des fins commerciales à chaque fois que vous allez sur Internet. Vous aimez bien le backgammon? Ah ben moi aussi. Localisation, mot de passe, email, numéro de téléphone, nom, prénom, nombre d'enfants. Je trouve que Seb, on le voit pas orientation assez. sexuelle, centre d'intérêt, parcours professionnel. Les courtiers en données savent tout de vous, n'est-ce pas? Julie, 19 ans, qui aime les grands étalons. Non, non, je peux tout expliquer. C'est une adresse secondaire pour les spams. Arrêtez de vous moquer de moi, les spams, c'est un pays. Ces données sont ensuite revendues Oh, à mais des non. entreprises qui s'en servent Oh pour putain, mais il va décimer pas votre commencer vente. lui, hein. Avec ce genre de blague. Mais attendez, c'est bien, non? Incogni permet de faire supprimer vos données personnelles auprès de courtiers en données et d'automatiser le Je me suis rendu compte par contre que je processus rigolais de très demande fort. de chiffration répétée afin de reprendre contrôle sur vos informations Oh, ouais, je et lui circulais du limiter micro, le putain. nombre d'entreprises qui les détiennent. Incogni va ainsi limiter le marketing ciblé et le nombre de fuites de données vous concernant. Mais je t'ai dit que les... Je mets un sapé. JDG, à force, en fait, il a typiquement le genre d'humour qui me fait rigoler instant et genre, il m'a pris instant avec sa blague avec l'Espagne, là.
Dans les IDG. Vu ton rire un peu un peu obligé juste après, j'ai l'impression que elle t'a pas pris cette blague-là. Ah si, elle m'a pris la blague. Ok, ok. Bah, parce que je l'avais vu avant. Ah, d'accord, c'est pour ça. D'accord. Non mais d'accord. Parce que j'étais vraiment en Donc train... j'avais la blague du coup. J'étais en train de me dire, ah ouais, elle t'a pris de fou. Ouais, bah t'as bien rigolé, ouais, de fou. Ouais. T'as vu la vidéo en entière ou Non, je suis arrêté à 11 minutes 49. Ouais, t'as vu un tiers. Ok. Elle est pas entière, pas du tout. T'as vu un tiers, Peut-être pas entière. J'ai compris entière. Entière, c'est un pays. Entière. Entièbe. Et là, je suis sûr que t'es en train de réfléchir au pays en question, alors que vraiment j'ai tout inventé. Je l'ai dit. Antieb? Antièbe. Je crois que c'est pas un pays, c'est une région. Tu parles des Antibes? Non, Antièbe, ça existe, mais je crois que c'est en France. Je crois que c'est une région, un département, un truc comme ça. Une ville. Chat, je pense qu'il essaye de nous mentir pour essayer de créer un pays impossible. Et il est en train de jouer sa carte de Scrabble, là, en inventant un pays inexistant. Allez, hein. Ah, Antibes. Antibes, oui, c'est bien, c'est Antibes. Je prononce mal. Et je me disais bien que c'était Antibes que tu voulais dire. Bon, allez, on relance. Les rideaux, je les voulais couleur jaune de Damas. Oui, tu sais toujours tout. J'aurais dû épouser ta sœur. Et prends un colis. Quoi? Allô? Un colis est disponible sans engagement pendant 30 jours. T'imagines, tu dis tout ça aux gens qui veulent t'offrir des volets ou des toits, des nouveaux toits ou des panneaux solaires ou je sais pas trop quoi. Alors, dans la catégorie des développeurs de Oula. jeux que tout le monde connaît, je pense que... Moi, je suis pas habitué à ce segment de couleurs avec JDG. Parce que généralement, il prend surtout du jaune et du vert, et là, il est passé au bleu et à l'orange. Oui. Je parle pas de la chemise, hein, je parle de l'ensemble des couleurs, de l'association des couleurs. Ah, ok. Non, moi, ça me choque pas, c'est son décor habituel quand il est sur le bazar. Je parle vraiment des couleurs lumière. Hein. Oui. Moi, ça me choque pas. Ok. Blizzard, Alors, dans ce cas, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais qu'ils ont sorti quelques-uns des la plus tonalité de gros couleur jeux m'a de la piqué aux yeux saga direct. Warcraft pour les plus vieux, jusqu'à Hearthstone pour les plus jeunes, ou évidemment Overwatch qui a tellement relancé l'industrie 3D sur Pornhub qu'on en oublierait presque que Tracer est gay. Blizzard, J'ai failli cracher mon café. archi-connu. Et c'est Merci, pas fini, GG. il y a Diablo, il y a TFT, ils ont même Mais il n'y a pas que Tressor qui est gay en plus dans le jeu. ils avaient, mais on parlait tout de même Non, de la il y a Reinhardt, je crois aussi. Non, Reinhardt et Hétéro, Ah non, c'est c'est Soldat 76 qui est gay. Soldat 76, oui. Et pourtant, Blizzard, c'est aussi une boîte qui connaît de plus en plus de grosses difficultés, des jeux qui marchent pas. Il y a Vital aussi, je crois. Et justement, aujourd'hui, Ouais. on va parler un Mais peu bon, de bref, on s'en comment fout un tout peu. cela a commencé et de comment tout ça a... Bon, c'est pas fini, mais on va parler de là où ça va. Alors, déjà, sachez que pour cette vidéo, je tire mes sources de Play Nice, The Rise, Fall and Future of Blizzard Entertainment de Jason Schreier. Voilà, c'est dit. On commence donc avec Allen Adam, qui grandit en Californie fin 70 et se passionne très vite, même si c'est plus une obsession à ce niveau-là de passion, pour le jeu vidéo. Retenez bien ce nom, vous allez beaucoup l'entendre. Lui et son frère arrivent à convaincre leur père d'acheter un Apple II et commencent naturellement à coder leur propre jeu. Il a pour camarade de lycée un certain Brian Fargo qui code déjà ses jeux et qui fondera Interplay en 83 et qui offrira à Adam un job d'été en tant que testeur. Adam rêve déjà de faire du jeu vidéo son métier et code son premier jeu, Gunslinger à l'université, un jeu textuel à l'époque du Far West qu'il arrive à faire éditer par Datasoft. Dans la section informatique de l'université de Californie, il se retrouve dans sa salle de classe assis à côté d'un certain Mike Morem. Retenez aussi ce nom. Dans ces anciennes classes où t'avais plein de vieux téléviseurs au mur là. Un jour, d'humeur farceuse, Mike lock la session d'Allen avec son propre mot de passe, lorsque ce dernier quitte momentanément son poste de travail. Il revient, tape son mot de passe et déloque la session. Morem, qui hallucine, lui demande « Mais comment t'as fait ça ?» et découvre qu'en fait... C'est pas vrai. On a le même mot de passe. Et soyons les meilleurs amis de la vie. C'est véridique, on est vraiment à ce niveau-là de nerdisme. Morem et Adam étaient donc deux brillants élèves et En plus, ils s'en ressemblent à mort, c'est con. formeraient l'équipe idéale pour développer des jeux. Une fois leurs études terminées, donc, Adam arrive à convaincre Morem de tenter l'aventure jeu vidéo. Et si ça foire, de toute façon, on ira chez IBM ou Microsoft. Ah, l'époque du plein emploi. En février 1991, le duo crée alors Silicon and Synapse, représentant l'alliance du Cortex et du Silicium.
Avec 10 000 C'est dollars la chacun matière pour les d'investissement cartes de départ, ils louent numériques, de là. petits locaux à Irvine, aux États-Unis, et recrutent aussi leur premier employé, Frank Pierce, un pote de la fac. Et Oula, on ça y est, en parle nous tu là y aussi. sommes, Hein. Car Silicon and Synapse, eh bien, c'est le. Je connais pas trop l'histoire de Blizzard, à part ce qui s'est passé récemment. C'est des noms Et Silicon qui se and répètent Synapse beaucoup. commence donc à faire des conversions pour se faire un petit peu de blé. Les conversions, vous savez, c'est les portages de jeux. C'est genre porter un jeu PC sur une console ou inversement. Bon, c'est pas très intéressant à faire, mais bon, au moins ça rentre du bif. S'ensuit donc une flopée de conversions allant du PC à la Super Nintendo qui ne servent juste qu'à faire survivre la petite équipe en attendant de faire leur propre jeu. Interplay est très satisfait de l'efficacité du studio qui code bien et vite, et en conséquence, donc un contrat est signé pour qu'enfin ils réalisent leur premier jeu. En vrai, c'est pas mal hein, pour débuter. Rock'n'Roll Racing. cette Musique époque-là. hard rock années 70 de type Fallen, jouable à 2 en 3D isométrique. C'est un jeu très fun dont le multijoueur sera très apprécié. Mais c'est bien sûr leur second jeu qui restera davantage dans les mémoires, The Lost Vikings. Un platformer à énigmes inspiré par Lemmings, mais où le nombre de personnages jouables est réduit à 3, avec pour chacun un gameplay différent. Alors le jeu est excellent et marquera tellement l'histoire du studio Les débuts de qu'on Trine. retrouve des refs à The Lost Vikings dans pas mal d'autres jeux de chez Blizzard. L'équipe atteint à ce moment-là le nombre de 10 personnes, uniquement des hommes jeunes dans une ambiance de frat house. D'ailleurs, ça gueule, ça crie, Oula. et même des fois ça. C'est quoi la position du même premier, cool, là, hein. Voilà, donc niveau ambiance, c'est plus internat de sport-études option rugby que Ubisoft. Mais cette ambiance si viril s'explique parce que tout le monde est passionné et a son mot à dire sur le jeu pour que ce dernier soit le meilleur possible. Chez Silicon and Synapse, ils appelaient ça le management par le chaos. Ouais, je suis pas sûr que ça fonctionne encore de nos jours, ce genre de truc. Les deux jeux seront un succès. Oh, si, mais hein. Silicon Les McDo, ça marche très bien. n'est toujours pas assez rentable pour bien payer ses employés malgré les bonnes notes des jeux dans les magazines, surtout vu que Interplay, en bon éditeur, prend la majorité des bénéfices. Il faut donc enchaîner sur le projet suivant, mais Ça n'a pas changé non celui-ci, plus, hein. il faut qu'il casse tout. Il faut le succès. Et l'idée du prochain jeu vient naturellement en fait. L'équipe a l'habitude de jouer pendant les pauses déjeuner à des jeux de baston, du Bomberman, enfin bref, les C'était classiques du Yu-Gi-Oh par multijoueurs. terre. Hein. Et fin 92, J'ai reconnu les cartes. Westwood rend tout le Non. monde ma boule. Attends, Mais je reviens en arrière. Je prévois que c'était Magic, perso. Ah putain, oui, c'est C'est Magic. Magic. Bien joué, bien joué. Ouais. En fait, j'ai cru que c'était l'espèce de spirale qu'il y a derrière les cartes Yu-Gi-Oh. J'ai mal vu. Ah non. jouer pendant les pauses déjeuner à des jeux de baston, du Bomberman, enfin bref, les classiques. Putain, Magic, c'est tellement vieux aussi. Et fin 92, Dune 2 de Westwood rend tout le monde ma boule. Mais le jeu n'a pas de mode multijoueur. Et c'est là que le plan se met en place. Silicon and Synapse souhaite devenir lui-même son propre éditeur avec une vision artistique cohérente. L'idée, c'est que tous ces jeux se passeraient dans le même lore, mais à différentes époques. Alors l'équipe est très fan de Lord of the Rings, de Warhammer, très fan de Dune 2, et Dans le même lore. désireuse d'y apporter un mode multi. Vous savez ce qui va arriver, donc c'est le mythique Warcraft. Ah oui, ok, d'accord. La création de Warcraft est totalement bordélique. Les premières versions du jeu sont faites avec les sprites de Dune 2, littéralement. Les noms de villes sont décidés à la volée, genre Goldshire. Ah, si seulement ils avaient su ce qui se passerait là-bas. Pareil pour les voix de jeux mythiques qui sont enregistrées totalement au pif par ceux qui veulent bien. Work completed. Le développement avance bien, même si Adam et Moraine sont obligés d'emprunter pour pouvoir continuer de payer les employés. Et c'est là que Davidson et Associates, éditeurs de jeux éducatifs avec un gros capital, entrent en jeu et négocient l'achat du studio pour 6,75 millions de dollars. Donc c'est Une dès le offre qui est début que les achats se impossible à faisaient. refuser, surtout quand tous les comptes sont dans le rouge. Le contrat laisse un contrôle total au studio pour créer ses propres jeux et permet de s'éloigner lentement d'Interplay. La seule contrepartie, c'est le changement de nom du studio. Alors initialement, ils partaient sur Chaos Studio, un clin d'œil à leur méthode de management. Pas sûr de l'idée, Et donc vous êtes... Alors je représente la société Énorme Bordel, Deadline Raté et Harcèlement Studio. Ils partent ensuite sur Ogre Studio. Ah, la puis petite claque finalement, niveau ils harcèlement optent là. pour un mot qui leur semble idéal pour leur méthode de travail tout en étant original et pas déjà pris, surtout Blizzard. En un mois, Adam et Moraine sont passés de banqueroute à millionnaires. Ils préparent la sortie de Warcraft qui sera emballé et acheminé au magasin par Davidson. Bon alors évidemment, tout le monde n'est pas enchanté que seulement 2 personnes récoltent le fruit du travail de toute l'équipe, surtout après avoir crunché, et en étant très mal payés, et en se faisant taper dessus dans les réunions. Et ils sont jamais contents ces employés, ingrats.
Ok. Quand je vois ce qui s'est passé pour Overwatch, je suis en train de me rendre compte que c'est pas Overwatch le problème, c'est Blizzard, et ça a toujours été Blizzard. Mais l'équipe reste malgré tout soudée et tout le monde est ultra satisfait du premier test multi du jeu. Et les employés continuent même à jouer après le boulot, ce qui est bon signe. Warcraft Oui, Orcs c'est vrai, ça. and Humans sort donc en novembre 1994. C'est un carton. Westwood menace de procès